Bonsoir à tous, bienvenue de Patriote. Ça commence un peu en catimini pour ceux qui nous regardent sur le live. C'est pas grave, c'est juste un petit problème technique. En tout cas, bonsoir à vous. Ce soir, on est avec Francesco Condemi, c'est le retour. Salut Francesco. Donc on va présenter un petit peu le documentaire qu'on va voir. Une soirée ambiance dossier de l'écran. Pour ceux qui s'en rappellent, c'est-à-dire on va regarder un documentaire, puis ensuite on revient pour le commenter et aussi évoquer l'actualité parce que forcément, il y a tellement de sujets en ce moment. Ce documentaire. En fait, ça s'appelle Le Dernier Voyage. Le dernier voyage de l'Albatros. Qui est donc un patrouilleur des terres antarctiques et australes françaises. Ouais. Donc c'est le patrouilleur mythique, hein, c'était vraiment dans la marine, tout le monde le connaît. C'est un bateau qui fait de Mayotte jusqu'à Hollande, c'est-à-dire grosso modo le cercle polaire antarctique. Donc c'est un bateau qui, voilà, on lève la clim et met le chauffage en un jour, en 24 heures. Et c'est un bateau, bon, vous le verrez, qui est vraiment un bateau mythique de la marine française. Maintenant, il est passé, donc, il est parti au cimetière des bateaux. Il a été remplacé par un autre bateau de la marine qui s'appelle l'Astrolabe, donc fameux bateau qui appartenait à messieurs La Pérouse. Ah, d'accord. Pendant la... Et donc, bon, on verra très bien un peu l'esprit de la marine de l'époque, parce qu'on voit très bien que ça marche, c'est une société à part. Alors, c'est un documentaire qui était une des dernières productions de Clapton 6, et qui a obtenu, parce que bon, le climat dans les TAF, c'est différent, hein, donc on a obtenu des subventions du ministère de l'Outre-mer, qui sont passées par le CNC et tout ça, mais à la fin quand on l'a montré à la marine, on n'a pas eu vraiment les louanges du CIRPA, du service Le CIRPA, ceux qui filment pour l'armée. Voilà, donc il se trouve que c'est quelque chose tout à fait conventionnel, vous allez voir, c'est la chose la plus mainstream que j'ai faite de ma vie, mais ça n'en pas plus. Donc voilà, on le voit maintenant, et puis bon, on en parlera, parce qu'on voit très bien comment ça se passe au point de la marine, toutes ces histoires, c'est pas toutes ces histoires qui existent sur le mariage homosexuel, sur le racisme, enfin la marine, on n'en parle même pas. D'accord. Ça marche, c'est un monde à part, les gens sont là pour la France et ils s'occupent de ça, ils s'occupent de leur pays et de faire bien marcher leur bateau. Et c'est quand même quelque chose de salutaire parce qu'on voit très bien qu'ils peuvent, avec des gens qui sont très différents. Vous avez par exemple un sous-officier de l'Albatros qu'à l'époque, maintenant il est en poste ailleurs, qui est toujours marié avec un homme, hein, et qui partage la chambrée avec un autre Français d'origine musulmane et qui lui fait la prière 5 fois par jour. Donc dans la marine ça marche. C'était énorme, mais dans la marine ça marche et c'est intéressant de voir ça. D'accord. Donc, vous allez vous faire votre opinion. On regarde le documentaire. La régie est calée. On va me faire un signe. Monsieur, il attend. Voilà, on va de monsieur là. J'y vais. Ah oui. Allez. Ça, j'arrête maman. D'accord? D'accord, le grand? On arrête à 0. Bon, normal, je vois pas sans plus. Est-ce que vous êtes pareil pour les laisser le bar? C'est parti.
Allez, puis les 3. Vous lâchez. Recule, on attend. Le bar d'abri, comment là-bas? Cohérent par AVO. Allez, on fait une comparaison gyro. Attention, top comparaison gyro. Cohérent. C'est bien? Cohérent. Terminé pour les essais de barre, il y aura plus de d'être compté. Bien, à droite 15. À droite 15. On va 15 à droite. Bien. On est clair sur tribord. Une embarcation. On va arrêter à 0. On donne un coup de klaxon. À droite toute. On dit souvent là, pour les marins qui passent à bord de ce bateau, et parfois c'est des marins qui ont 30-35 ans de marine pour les plus anciens, s'ils ne devaient retenir qu'un seul bateau, ça serait celui-ci. C'est un bateau qui est unique en son genre. Alors, ce qui est particulier sur ce bateau, c'est que c'est aujourd'hui un bâtiment militaire, mais qui est à sa deuxième vie, puisque c'est le plus vieux bâtiment gris de la marine. Il a connu une première exploitation comme grand bâtiment de pêche pendant 16-17 ans, avant d'être racheté par la Marine nationale, de connaître certaines modifications pour le transformer en patrouilleur austral. Un bateau apte à affronter les mers parfois démontées des 40e rugissants et des 50e hurlants. Passer en allure de route, machine avant 0,80. Passer en allure de route, machine avant 0,80, la machine est réglée avant 0,80. Bien. Rompre du poste de manœuvre générale. Rompre du poste de manœuvre générale. Rompre pour les équipes de navigation en euro serré. Abri, écoute. La demi-bandée à toi au poste de navigation. Le calbar d'abri. Calbar, vous pouvez rompre. En route 250. Là. Bien. 0 la barre. 0 la barre. À gauche 10. 10. En route 283. 253. Magnifique alors, 290. Voilà le sauté de kangourou. Là, j'espère que c'est décongelé pour ce midi, pour le repas. Ça, c'est une sauce barbecue qui va aller avec le filet mignon de ce midi et les gratins de pommes de terre. Je suis le quartier-maître de première classe à Hamada Toumani. Du coup, ça fait 8 ans que je suis dans la marine. Et là, ça fait que 1 an que je suis en campagne à La Réunion. Et aussi, ça fait que 1 an que je suis en cuisine. Du coup, c'est pour changer un peu, voir autre chose.
Il est possible de vivre ensemble. Si on part 1 mois et demi en mer, c'est autre chose. Il faut qu'on soit tous ensemble. Il faut qu'on vit ensemble. On est tous les jours ensemble. C'est comme ils disent, on est ici, c'est notre deuxième maison. Là, je sors de la cuisine. Là, j'ai fini la cuisine. Donc aujourd'hui, je m'équipe pour faire un entraînement de tir. Il faut qu'on s'entraîne un petit peu pour faire la capacité pour l'arme. Je vais tirer avec une 17, 12 mm, un calibre. Là, j'ai 50 coups à passer. Du coup, aujourd'hui, c'est entraînement à fond. Tribord, par manœuvrer pour partir de second, tribord 45, alerte. Alerte. Dis-toi connu. Alerte. Surveillance effectuée. Tribord pour un tribord 50, 50. Tir au but, tribord 50. Cessez le feu, tu reviens dans l'axe. Dans l'axe. Je les ai eu ou pas, non? Tu l'as touché. T'as touché le rouge. Ah ouais. Je suis musulman. Par jour, j'ai 5 prières à faire en fonction de mon boulot, en fonction de l'exercice du bord. Si j'ai pas le temps le matin, l'après-midi pour le faire, la prière, le soir, si j'ai le temps, avant d'aller me coucher, je rattrape la prière que j'ai pas fait. Avec tous mes collègues, soit je fais le tout seul, soit chacun fait dans son poste. Alors, ça se passe très bien en général. Il n'y a pas de problème. Quoi? C'est vrai. Non mais au niveau des stéréotypes, c'est quand même incroyable. Vous voulez dire qu'on a un cocu à bord? Non, cocu, je sais pas. Ouais, non mais là, bon, en tout cas pas avec moi, mais non mais attendez, vous voulez dire polygame? Je m'appelle Ria Zakoun, j'ai 37 ans, je suis capitaine de frégate et je suis le commandant de l'Albatros. Donc, je suis ingénieur de l'école navale et de Supélec et depuis 2 ans, je suis breveté de l'école de guerre. Attendez, on reprend à zéro. D'accord, on n'est pas au bout parce que j'ai vu sa femme et ses 2 petites filles. Oui, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ouais, enfin bon, a priori, disons qu'il est bisexuel. Par contre, il va dire qu'il est. Ouais, mais donc maintenant, dans une chambre? Oui. Ouais, d'accord. Vous êtes marié avec Anna? Oui, mais ça on le sait. D'ailleurs, moi je lui ai souhaité, je lui ai dit félicitations pour le mariage. On est un équipage, et l'esprit d'équipage, c'est ça. C'est une osmose entre tout le monde pour pouvoir faire les missions et puis vivre ensemble pendant 2 mois. Vous imaginez, on peut avoir des, on peut ne pas être pour le mariage homosexuel, pour homosexuel ou bisexuel, peut pas avoir d'attrait particulier. Je sais pas si François est bisexuel ou à l'arrière, je m'en fiche. C'est sûr, on sait, ça on sait. Bon, voilà, avec la petite mail, tout ça, bon, on pourrait aborder machin, mais in fine, à l'arrière, on s'en fiche, quoi. Ce type, de toute façon, c'est lui qui tiendra votre ligne de vie quand vous devez descendre dans les embarcations. C'est ce type qui tiendra une arme de 12-7 ou de 40 mm. Et donc, on met notre vie en jeu entre les mains de son compagnon de chambrée, entre les mains de son compagnon de carré. Et donc, on est quand même obligé de partager des valeurs communes et de s'entraider. On n'a pas le choix. Donc, un équipage de bateau est à l'image de la société. Nous avons donc à bord des gens de confessions différentes qui, effectivement, décident de partager les 4 valeurs qui sont marquées au fronton de tous les bateaux de la Marine nationale: honneur et patrie, valeur et discipline. Nous nous retrouvons tous autour de ces 4 valeurs qui permettent de créer cet esprit d'équipage et finalement d'être solidaires tous ensemble pour les missions que nous avons à réaliser. En fait, vous savez, on représente la société française. Avant, il y a des musulmans, je crois qu'il y a des blacks, moi je suis bronzé, je suis rayonné, il y a des basques, il y a des bretons de Port-Salle, il y a des mecs du nord, des mecs du sud, on a de tout, et honnêtement, ça ne nous pose pas de problème, parce que justement, la laïcité, c'est ça, c'est de savoir vivre ensemble. L'esprit d'équipage est au cœur de ce commandement. Puisque quand on se retrouve à la dérive dans les Kerguelen avec une avarie moteur, c'est l'esprit d'équipage et la combativité
des mécaniciens qui leur permettra de réparer. Lorsqu'il s'agit de préparer à manger dans des conditions extrêmes de mer, c'est la solidarité et l'esprit d'équipage des cuisiniers qui permettront de le faire. Et donc au-delà de la compétence que nous pouvons toujours augmenter par l'entraînement continu et la rentabilisation de chaque heure que nous passons à la mer, eh bien, nous nous attachons, les différents représentants de catégorie et moi-même, à maintenir cet esprit d'équipage. Non, effectivement, je suis marié à un homme, mais ça, après, ça reste du domaine privé. La société a évolué, le mariage pour tous s'est passé. Et la chose primordiale, en fait, c'est qu'à bord, on est là pour accomplir une mission, un travail. On est un équipage et en fait, tout ce qui reste du domaine privé reste à quai lorsqu'on part en mission. Position semi-basse. Complète au poste de sécurité en 4 minutes. Alors, pour la salle. Ça tombe toujours tout ça, il n'y aura pas de quoi, c'est ça. Putain, ils ont tout gagné. C'est pour ça avoir une chose sur le terrain. Ça marche. Le feu est éteint en cafétéria. Pour nous, ça s'est bien passé. C'est des gestes qu'on répète régulièrement, mais le fait de répéter en fait nous permet d'avoir des automatismes. Le jour où ça arrivera pour de vrai, il n'y aura aucune surprise et on ne fera qu'appliquer des choses connues et assimilées. Oh, bonsoir, ma maman. Regarde. Mais elle ne sait pas. À Noël, vous imaginez le coming out à Noël, François arrive de la Réunion, il arrive et dit « Maman, je suis bisexuel ». Alors c'est depuis le lycée à peu près que j'ai souhaité rentrer dans la marine en tant qu'officier de marine. Donc à partir de ce moment-là, j'ai passé mon bac, j'ai fait une classe préparatoire. Et après je suis rentré à l'école navale qui est située à Languedoc, en face de Brest, pendant 3 ans. Et là c'est ma première affectation sur un bâtiment de la marine nationale. J'ai beaucoup de jeunes officiers à bord qui se destinent notamment à la filière de sous-marins. Ces jeunes officiers viennent sur l'Albatros, car l'Albatros est un bâtiment qui navigue, comme je vous l'ai dit, beaucoup, loin, longtemps et souvent seul. Ça leur permet donc d'améliorer leur niveau et leur connaissance en matière maritime et d'être tout de suite en situation de responsabilité. Alors surtout sur un petit bâtiment comme nous sommes seulement 50, et pourtant on doit remplir toutes les missions que doit remplir un bâtiment de combat. Donc forcément, toutes les missions, ça se recoupe. Nous avons le cuisinier par exemple qui est tireur au 40 mm. Moi-même j'ai plusieurs fonctions à bord. Je suis par exemple responsable de la partie langue, apprendre aux marins anglais, responsable de la partie sport, de la partie artillerie, enfin plein de petites fonctions qui sont importantes à bord. Les principales missions de l'Albatros sont des missions de police des pêches dans le Grand Sud, donc dans les eaux froides de Crozet, Kerguelen et Saint-Paul-Amsterdam. On avait quand même une pêche illicite importante qui a atteint son apogée dans les années 97-2000. Il faut savoir qu'au plus fort de la pêche par contrebande, on estimait qu'il y avait de l'ordre de 23 à 24 000 tonnes de poissons qui étaient pêchés tous les ans. L'Albatros a réalisé donc la majorité de ces interceptions en
déroutant sur la Réunion une quinzaine de navires. Donc ça commence bien sûr par des échanges à la VHF. On parle au bateau, on essaie de lui faire entendre raison et donc d'accepter la venue à bord de cette équipe de visite. Side to the north, reduce your speed to 5 knots and accept my boarding team to go on your ship. Le dernier en date était pour le coup un bateau très moderne. C'était de l'Apache là, qui a été intercepté dans les eaux des Kerguelen en 2004. Nous sommes en chasse. Et toujours en allant dans cette progression finalement de l'intimidation, on commence à tirer. On tire, on fait ce qu'on appelle des tirs de saumon, qui sont sur l'avant du bateau, qui sont destinés à montrer notre force, notre détermination, sans représenter de danger particulier pour le bateau. De 40 mm et de 12,7 d'abord. Un but fictif à 300 mètres sur l'avant du client situé dans le bâbord 270. Monsieur le directeur, 40 mm en garde sur un but fictif situé 300 mètres sur l'avant du client. 4, 3, 3, 2, 1, fire! Apache, this is a French warship. That was a warning shot. My course to the north and you keep your boarding. L'Apache qui a été arraisonné, réquisitionné par l'État français et qui est devenu aujourd'hui un patrouilleur de la marine, un patrouilleur basé à La Réunion, c'est le Malin. Salida, Céline, position sur la Corneau en Z2 française de 18. And you left V18. Yes, you have that. Yeah, yes, 18. Donc on ouvre un petit peu, ouais. On ouvre les paquets de poissons, ce sont des queues d'échine. Ça c'est un paquet numéro combien 16. 7. Voilà, donc là ici on a quasiment 13 tonnes de légine juste ici. So I have to warn you that you are devoted to our university. Why? Because we thought that you are fished in a place. Machine régulière et un 2. Machine régulière et un 2. Derrière, c'est la distance du câble de l'étrave de l'agrandir par rapport à la table. Mettez sur l'avant. T'es obligé de passer par l'intérieur. Machine avant 0, s'il te plaît. Machine avant 0. Machine avant 0. Machine avant 0. Machine réglée avant 0. Machine réglée avant 0. Viens. L'Albatros, c'est un bateau mythique dans la marine. Quand on dit à quelqu'un « j'ai navigué sur l'Albatros », la personne en face, si elle est marin, elle vous répondra « voilà un vrai marin ». Et donc l'Albatros a servi pendant plus de 30 ans
basé à La Réunion pour des missions dans les terres australes, sachant qu'en tout, l'Albatros a fait 82 missions de police des pêches dans les terres australes. C'est donc des mers très formées, des creux qui sont en moyenne entre 10 à 12 mètres et des paysages absolument exceptionnels. De toute façon, on ne sort pas indemne de ces missions dans les terres australes, qui sont véritablement des missions de marins où on navigue loin, longtemps et seul. Je te propose d'y aller. Oui. Je suis l'actuel commandant du patrouilleur austral l'Albatros pour encore quelques heures. Voilà, pour ma part, capitaine de frégate de réserve, Didier Niffenegger, qui doit prendre la suite du commandant Hakoun sur le commandement du patrouilleur austral l'Albatros pour les opérations de désarmement. Donc le nom l'Albatros sera soit le pain. Sur la Jeanne d'Arc, on avait fait un peu plus. Il était probable que la Jeanne, dans le contrat européen, puisse être retenue comme l'a été le Clémenceau par les Anglais, ce qui ne nous aurait pas du tout gêné, mais ce qui nous aurait gêné, c'était de voir le nom Jeanne d'Arc partir vers la Grande-Bretagne, c'est la perfide Albion, et puis entendre dans le Time, après l'avoir brûlé, on a des membres. Donc le nom Jeanne d'Arc avait été découpé de la coque et non pas fin. Le bateau n'aura plus de nom, il s'appellera Cun quelque chose, avec trois chiffres, et il sera amarré au fond de la base navale en attendant de savoir ce qu'il deviendra. Effectivement, quand on partait en mer, c'était un petit peu notre maison. Ça... J'arrive pas à décrire, c'est un petit peu de mélancolie, je sais pas. Après, bon, les choses changent. Hein. Maintenant, j'ai un nouveau bureau qui est beaucoup plus grand dans une unité à terre, donc c'est plus agréable, effectivement. Mais il bouge moins, donc voilà, c'était... Après, voilà, j'arrive pas à dire exactement ce que ça me fait comme sentiment. Demain aura lieu la dernière cérémonie des couleurs, et qu'à l'issue de cette dernière cérémonie des couleurs, l'Albatros ne sera plus. Il ne sera plus bateau, il sera coque, il aura toujours la même forme, mais il sera devenu une coque. Donc administrativement parlant, il ne sera plus un bâtiment militaire, il sera retiré définitivement du service actif. Envoyez! C'est un bateau qui marque les esprits dans la mesure où les conditions de vie sont assez difficiles. Et puis c'est aussi un beau symbole parce que c'est un des endroits les plus reculés de la planète, où la France a toujours maintenu une présence permanente, constante, en y faisant respecter ses intérêts, parfois dans des conditions assez compliquées, et puis toujours dans des conditions où il fallait quand même un petit peu chasser les différents contrevenants aux lois françaises, dans un endroit où il n'y a pas de police, il n'y a souvent pas de loi. Et donc on a fait respecter la loi dans un endroit, un des endroits les plus reculés de la planète, conformément aux intérêts de la France. Et là, le dernier élément que nous avons récupéré, c'est la cloche du patrouilleur Albatros. Ce bateau est vraiment un bateau mythique, particulier dans la marine. Vous savez, j'ai attendu, j'ai espéré pendant presque 25 ans pouvoir embarquer sur ce bateau un jour. J'ai eu la chance de pouvoir le réaliser. Ce bateau est particulier et probablement dans 40 ans, quand mes jambes ne pourront plus me porter,
il gardera une place bien particulière dans mes souvenirs de vieux marin. Voilà, de retour donc avec Francesco Condemi après ce documentaire Le Dernier Voyage de l'Albatros. Alors ambiance, comment ça s'est passé ce voyage alors? Écoute, c'était quelque chose, c'était un des plus beaux souvenirs que j'ai, parce que l'équipage, ils étaient toujours sous le coup, ils n'ont pas pu vraiment... On parlait comme ça par intermittence, mais moi ça m'a fasciné parce que j'ai vu quand même des personnages incroyables, parce que quand ils te disent qu'en un jour d'autant, ils arrêtent la clim, parce qu'ils sont à Mayotte, et puis descendent vers le pôle sud, et en un jour d'autant, des fois, ils arrêtent la clim et mettent le chauffage, tu te rends compte les conditions extrêmes qui sont les leurs. Ils passent de plus 50 à Mayotte, c'est ça, à moins 40 à Kerguelen, donc c'est quand même quelque chose de... Puis ils voient des endroits que seulement quelques scientifiques très particuliers peuvent voir, et puis c'est un monde à part, hein, on te l'a dit dans le documentaire, c'est tous les marins, qu'ils soient militaires ou pas, quand ils disent j'étais sur l'Albatros, ils te cherchent pas des noises. Là on a un marin, quoi, c'est clair. Les types ils font une vie. Moi je suis parti quelques jours avec eux en mer, et il y a des moments parce que les conditions sont... quand même. Les conditions sont difficiles quand même. C'est pas évident, quoi. C'est des types qui volent pas leur sol. Hein. Ils bossent vraiment, et puis bon, je sais pas si ça va susciter des vocations, parce que bon, c'est quand même une vie tout à fait... c'est difficile à concilier avec la vie de famille, donc il faut aussi avoir un background une arrière qui se tient, mais c'est quand même des types que voilà, t'as pas le temps de te faire une dépression quand t'es sur... Ah ouais, faut pas être... parce qu'ils partent 5 mois, c'est ça en plus. C'est des grandes missions, c'est ça. Ouais. Parce qu'ils font donc... on rappelle, ils sont toute la zone donc, de Mayotte, pour ceux qui voient, qui est dans l'océan Indien. Et puis... l'équateur. Voilà. Et puis... c'est l'entrée du golfe du canal Mozambique, quoi, en fait. Ça. Et ensuite, jusqu'à Kerguelen, qui est quasiment le cercle polaire, quoi. C'est au-delà du cercle polaire. C'est au-delà du cercle polaire. Kerguelen, je sais pas. Oui, mais enfin, ils vont au-delà des cercles polaires, donc attention, quoi. C'est quelque chose. Et puis bon, là-bas, il t'arrive une panne, t'arrive n'importe quoi, c'est pas que tu peux appeler personne. Ah ouais, t'es seul au monde. Seul au monde. Et puis ils ont quand même une responsabilité, parce qu'il y a des scientifiques qui sont à Kerguelen, qui ne voient personne, qui restent là-bas 6 mois, ceux qui les amènent ou qui les reprennent. Il n'y a pas de vol, il n'y a rien. Hein. C'est quelque chose de particulier. Hein. Ouais, parce qu'en plus, ça maintient donc cette présence de la France dans cette région. Très importante. Très importante. Bon, il faut d'abord savoir que la France a le domaine maritime. Oui, le deuxième du monde. Alors on dit le deuxième du monde, mais en fait, et ça sera faux l'année prochaine. Ah bon? Parce qu'il y a toute une rotation au niveau des terres émergées, des terres perdues, et il va devenir l'année prochaine le premier domaine maritime du monde. Enfin, c'est quelque chose près avec les États-Unis, hein. Quelques kilomètres. Incroyable. Alors. C'est très important parce que, par exemple, le canal de Mozambique, il y a pas mal de
grands pétroliers mondiaux qui se sont installés pour faire de manière illégale des sondages, par exemple au niveau du pétrole, dégagés par l'Albatros. D'accord. Donc, il y a, si tu veux, grosso modo, quand tu as un territoire comme celui-là français, si tu n'as pas les moyens de pouvoir jeter un coup d'œil de temps en temps, ben c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui s'est installé. Bon, et ça s'arrête là. Tu as eu la guerre, par exemple, on a parlé de la légine. Ouais. Il fallait voir ce que c'est quand même, parce que tu avais ça rapporte tellement d'argent, la légine, donc le poisson, qu'on a en un mois de temps, et le type il partait plusieurs mois pour pêcher de manière irrégulière le poisson, tu t'achètes le bateau neuf. Donc tu vois, c'est des marchandises qui coûtent très cher. Si je ne me trompe, mais je crois que le dernier bateau qui a été coulé par l'armée française, c'est l'Albatros qui l'a coulé. D'accord. Et donc on a toute une procédure, on fait, vous l'avez vu. Alors tu nous dis qu'il y a le Premier ministre, c'est ça? Alors pour le tir au but, l'autorisation vient directement du Premier ministre. Donc tir au but, c'est quand on va shooter le bateau, c'est ça? On va shooter le bateau. Mais alors le bateau là, il était très bizarre parce qu'il était bombardé tout le devant, qu'on appelle donc la proue. La proue, ouais. Et il est tombé sur de l'autre côté. Parce qu'en fait, il est très chargé, donc ils n'ont jamais pu voir, mais ils pensent qu'en fait c'est un bateau qui transportait des stupéfiants. Parce que vu l'empressement qu'ils ont eu à dégager, parce qu'ils ne voulaient pas... Ils ne voulaient pas se faire arrêter. C'est leur hypothèse. Quand on va shooter un bateau comme ça, je veux dire, l'équipage de l'autre bateau, il est pris en charge. Ah mais ça, c'est la loi de la marine. La marine, ils te tirent dessus et puis ils viennent te chercher. Ils ont l'obligation de prendre tout le monde et de soigner tout le monde. On laisse pas de main mer, c'est comme ça, c'est la loi. Donc on shoot ton bateau puis après on récupère. Voilà. Et il y a aussi des prises de guerre. Il y a des bateaux qui ont été pris, qui ont été. Alors donc quand le bateau est pris, tu me dis il est vendu, c'est ça? On revend le bateau. C'est tout à fait légal. Et puis ils les prennent et puis ils les revendent. Puisque beaucoup de bateaux, c'est la pêche illégale, souvent, c'est ça? La pêche illégale, et il faut voir, hein, par exemple, aux îles qui s'appelle Hollande, il m'expliquait que c'est la meilleure langouste au monde, donc ce sont langoustes vertes qui font comme ça. Et les grands restaurants de recherche, ça coûte une fortune. Et alors, c'est la grosse blague là-bas, c'est qu'eux, ils sont contents et puis ils ramènent beaucoup de viande. Voilà, il y avait du Congo, de viande de porc, de viande de ça. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai dit, ah oui, par contre, au bout d'une semaine, cette merde de langouste, on en a marre. Tu vois, une fois, t'es ravi. Moi, je ne mangerai jamais de ma vie, c'est pas dans mes budgets, j'en sais rien. Mais par contre, ils en mangent, mais ils en ont marre. Tu vois, ils ont le droit de pêcher, hein. C'est des eaux territoriales françaises, c'est un bâton de l'État, donc ils pêchent avec une autorisation, parce qu'il faut qu'ils comptent les langoustes qui pêchent. Attention, tout est noté. C'est pas des pirates avec un drapeau français, hein. C'est des personnes. Voilà, c'est comme ça. Et l'ambiance entre l'équipage, les marins. Attends, moi j'ai eu l'impression, quand j'étais là-bas, d'assister à la mise en route d'un corps multiple. Tu sais, ils sont là-bas, ils se prennent, il y a la chaîne, etc. et tout, il y a le type qui a une cigarette dans la bouche, mais qui voit que ça le dérange, et t'as le camarade qui s'en aperçoit, qui prend la cigarette, qui la pose, etc. et tout, puis il la prend, il la remet. T'as l'impression d'avoir un corps collectif, tu vois. C'est des gens qui se connaissent bien, qui s'apprécient, donc qui s'apprécient moins, mais alors, c'est là que je me dis, c'est quand même incroyable cette histoire d'islam, pas islam, machin, les noirs, les pas noirs. Je dis, mais là, ça marche impeccablement. Et t'as même pas une remarque. Hein. Mais peut-être parce que, alors c'est pas parce que la situation, parce que t'es quand même dans une espèce d'alerte permanente sur un bateau. Oui, voilà. De toute façon, c'est t'as pas intérêt à trop t'embrouiller avec tout le monde. C'est une question de survie. Ouais, voilà. Donc, mais bon, tu vois, c'est après l'autre, tu vois, il peut te dire, c'est très tout, quelle idée de se marier avec un homme, mais il fera pas la remarque publiquement, tu vois, c'est sa vie, c'est très tout. Bon. Voilà. Donc tout le monde est très respectueux. Ça, c'est quelque chose de. C'est même pas tellement qu'ils sont respectueux, c'est vraiment quand on était au messe des officiers, on parlait. Oui. On parlait des sujets qu'on parlait. Bon, il y avait le mariage gay. Voilà, Monsieur Paquet, par exemple, est très opposé à ça. C'est très tout. Bon, lui était catholique, plutôt Nicolas du Chardonnay, tu vois. Et tout. Et puis il passait la parole. L'officier très tout, musulman. Je dis, mais quand même, il y a un truc. C'est pas bon. Lui, il utilisait l'expression très galvaudée, vivre ensemble. Alors moi je voulais pas faire la publicité de Vivre Ensemble parce que je sais que les docteurs étaient emmerdés la fois que je suis passé, mais c'est vrai que bon,
force est de constater que ça peut exister. Est-ce que ça peut exister sans discipline militaire? J'en sais rien. Mais enfin, c'était. Et puis, c'est des gens capables. Hein. Ils font quand même des choses qui demandent une concentration et un investissement qui est total. Hein. Sinon, ça marche pas. Hein. D'ailleurs, les officiers, ils ont une sacrée formation pour rentrer dedans. Oui, tu l'as vu, le commandant Hakoun, donc Supélec, école de la marine, école de guerre. Enfin bon, c'est quand même plusieurs années d'études. Hein. Mais c'est un peu comme un sacerdoce, travailler sur un bateau comme ça. Dans la marine, il faut être. Je pense que c'est pas donné à tout le monde. Oui, c'est ça. Parce que... Moi, je pense par exemple que un des camarades, donc, parce qu'on était basé à l'époque à l'île de la Réunion, a été en contact avec eux pour pouvoir aller en Kerguelen parce qu'ils voulaient voir les choses. Et puis finalement, l'idée de faire 5 semaines aller, 5 semaines retour, plus une semaine de mission là-bas. Quand on m'a posé la question à moi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai eu une seconde de réflexion, j'ai dit non. Parce que responsabilité familiale, je peux pas. Mais et lui, il s'est beaucoup tâté et puis finalement, il a dit non plus parce que tu vois, c'est quand même. Il y a un moment où t'es en mer, tu surveilles mais c'est long quand même. Tu surveilles le bateau, mais c'est long. Donc tu vois, c'est. En plus, tu disais qu'il faut avoir une vigilance de tous les instants, quoi, parce que en fait. Attends, mais c'est à remarquer, tout le monde avait par exemple une tenue de vigile de pompier. De pompier, ouais. Et en fait, on a expliqué le premier ennemi d'un bateau, c'est le feu. Parce que quand tu es tout seul et tu n'as pas de quelqu'un qui peut t'aider à des milliers de kilomètres, il faut qu'il n'y ait pas le feu. Enfin, il faut vraiment qu'il y ait. Et en tous les c'est important. Je te garantis que les gens, quand ils fument, il y a une partie qui est différente. Le type, il y a une étincelle qui part de l'autre côté. Il demande pardon à tout le monde pendant une heure, tu vois. C'est parce que ça peut être très dangereux et dramatique. Ça peut être dramatique. Tu me disais que, en plus, des fois, il y a de la houle, il y a des machins. Mais moi, j'ai vu les images qu'ils m'ont donné d'archives là, parce que je m'en rappelais quelque chose. Je les remercie d'ailleurs. Mais il faut voir quand même que t'as le bateau, il est sur des creux de 20 mètres. Tu t'imagines un peu ce que ça fait. Et ça dure un jour, 2 jours, des fois. Tu t'imagines. Alors surtout ce bateau, tu disais, c'est un ancien un ancien bateau de pêche qui a une forme particulière. Et donc à l'époque, la marine s'était décidé à en faire de ce genre-là. Il a fallu aménager les chantiers navals de Saint-Nazaire pour ce type-là spécial. Et ça coûtait beaucoup moins cher de l'acheter et de le militariser. Donc ils ont acheté ce bateau, ils l'ont militarisé après. D'accord, voilà. C'est étonnant ça. Comment je savais pas que l'armée faisait ça. Et donc là, il est remplacé, ce bateau, donc, par un nouveau bateau. Par l'Albatros, par l'Astrolabe. Donc cette histoire de cloche, donc on a redonné la cloche, vaisseau La Pérouse, parce que l'Astrolabe c'était vaisseau La Pérouse, on l'a donné au nouveau Astrolabe, et puis c'est lui qui a remplacé l'Albatros. D'accord, et lui il est quoi? Il est aussi plus moderne, j'imagine? Il est plus moderne, je l'ai vu, bon, il est tout joli, il est tout rouge, enfin bon, il n'a pas de canon apparent, mais il y en a il a même des missiles. Voilà, et donc, non, et puis si tu veux s'écarter, il faut se rendre compte ce que ça veut dire, parce qu'en fait, la souveraineté, ou même ne serait-ce que la sauvegarde, la sécurité d'une nation, d'un collectif quelconque, quand tu n'as pas le moyen d'exercer ton pouvoir, en fait, c'est une supercherie, ça n'existe pas. Tu vois, c'est il m'expliquait par exemple de la technique qu'ils avaient les Chinois pour coloniser une partie des Comores françaises. C'est qu'il y a plein de cailloux autour de Mayotte, etc. Et donc ils envoient des Africains. Et puis quand l'Albatros arrive là-bas, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Il va pas leur tirer dessus, tu vois, c'est des civils. Et donc, ils ont dû quand même essayer d'avoir des explications avec les gens là-bas pour que les choses se passent comme ça. Parce qu'une fois qu'ils sont installés, qu'est-ce que tu veux faire après? Tu vas pas prendre les gens, les jeter à la mer. Donc, c'est un boulot, c'est un travail qui est. Et le préfet maritime,
qui donc tient une énorme zone maritime qui est de 20 millions de mètres carrés, si je me trompe, quelque chose comme ça. Mais dedans, il y a des... C'est-à-dire, je sais pas comment tu fais la fin. Voilà. Ouais. Et donc, ça demande un investissement important. Ah ouais, bon. Parce qu'il faut avoir les moyens, parce que c'est vrai qu'entre Mayotte et Kerguelen, il y a une sacrée distance. Hein, c'est ce que tu vois, cet hémisphère maintenant. Mais enfin, les 20 millions de kilomètres carrés, c'est tout sur toute la planète. Et tu as cette année, c'est une année cruciale pour la refonte de la marine française. Je crois qu'il y a déjà eu un sous-marin nucléaire d'attaque qui a été livré à la marine. Et il va y avoir pas mal de remplacements au niveau des bâtiments. C'est une année... voilà. Après, c'est encore une fois, ça dépend des caractères, tout ça. Il faut pas prendre ces gens-là pour des... le type qui te dit que très modestement, Supélec et l'école de la marine, école de guerre, c'est bon. Ah, c'est du niveau. C'est du niveau. C'est pas des. Et même quand tu trouves un simple cuisinier ou soudeur, oui, mais il est soudeur, mais il te fait des soudures à 80 mètres sous l'eau. Ah ouais, d'accord. Voilà, c'est pas des tocards. Hein. Ouais, parce qu'il y a même un hélicoptère. Oui, mais tout arrive en même temps. C'était la zone, donc à l'île de la Réunion, la marine est dans la ville du port. Ça s'appelle le port, et tu as tout qui arrive. Voilà, c'est donc le préfet avec le détachement de la marine là-bas qui décide de la sécurité. C'est important pour une île. Hein. Donc, c'est quelque chose de vital même. Bah, on a pas mal dit en plus la France dans ce coin-là, quoi, en fait. Ah oui, non, mais c'est l'océan Indien, c'est une des zones à l'est où le monde s'est déplacé. Si tu veux, c'est une zone qui devient très stratégique. Le début du canal de Mozambique, c'est maintenant parmi les plus grandes réserves de gaz et de pétrole qu'on trouve en Afrique. Ah bon? Voilà. D'accord. Les concurrents directs des Français là-bas, ce sont les Iraniens. Parce qu'il faut savoir que les Comores de l'autre côté, et c'est pour ça que M. Ahmadinejad, l'ancien président de la République islamique d'Iran, avait fait un voyage officiel de l'autre côté. Il parlait, il y avait beaucoup de Français qui ont été le voir là-bas. Ils sont donc musulmans et il y a une grande influence chiite là-bas. D'accord, oui, parce que c'est musulman. Donc, si tu veux, quand tu grattes, après de l'autre côté, quand tu vas sur la Corne d'Afrique, de l'autre côté, en bas, t'as le bas de la là, on parlait Là, on parlait de l'océan Indien. La Corne d'Afrique. La Corne d'Afrique, oui, la Somalie. La Somalie, oui, mais non, plus bas que ça. C'est Kenya, Tanzanie, Zanzibar. le Sahel, pardon. Non, pas le Sahel. Ah, ben non, pas le Sahel. Parce qu'après, il y a le Kenya, la Mozambique. Enfin bon, ouais. Et t'as les Israéliens après, enfin bon, tu vois, c'est toute une succession. Hein. Malheureusement, l'enjeu politique de l'Afrique est je dis malheureusement pour les Africains, parce que c'est eux les premières victimes. Quoique ce matin, j'ai entendu la radio en Italie, j'ai vu que le gouvernement italien a demandé qu'il y ait des sanctions contre la France à cause du franc CFA et de la colonisation de l'Afrique. Ils vont poser une question de sécurité et de décolonisation à l'ONU. Bon. Donc, ça, c'est quand on a parlé la première fois des tensions qu'il pouvait y avoir à l'époque, hein, je ne sais pas que ça va pas vraiment tomber sur la tête à moi. Hein, mais c'est quoi? C'est des vengeances, ça, l'Italie? Attends. On va bifurquer un peu. Ouais, parce que là, on va digresser. C'est l'Italie avec elle a d'ailleurs dit, Salvini a dit que la place des Africains était en Afrique et pas au fond de la Méditerranée, parce qu'en Italie, il faut savoir maintenant que l'opinion publique a changé et qu'on estime que les passeurs, tous ceux qui encouragent l'immigration sont les directs responsables des noyades des Africains dans la Méditerranée, hein, et qu'il n'y a pas question on va les prendre, on va pas les prendre. Ces gens-là ne peuvent pas partir à 200 sur des bateaux qui sont faits pour 40, etc. Et que ceux qui font ça, ce sont les responsables de ce qu'ils qualifient maintenant d'un assassinat de masse. Hein. Alors, moi, je vais te dire la vérité, je suis tout à fait d'accord avec ça.
Hein, je pense que ceux qui organisent maintenant cette nouvelle traite négrière et qui font miroiter un Eldorado à des gens qui essayent de s'en sortir comme ils peuvent, ce sont les véritables assassins de tous ces naufrages Après, encore une fois, je parle avec beaucoup de précaution parce que j'ai vraiment peur qu'un jour on vienne me chercher des noirs. C'est vrai que les tensions sont très fortes. Pourquoi ? Parce que les Italiens, et c'est pour ça que ce gouvernement est arrivé, et qu'il finalement il y a une entente entre l'ultra-gauche italienne et l'extrême droite identitaire italienne pour un gouvernement de coalition. C'est que parce qu'en fait les Italiens ont mis une croix dessus à l'intérieur de l'établissement, si tu veux, sur l'euro. Ils pensent que l'euro, il est irrémédiablement foutu. D'accord ? Et que donc ils sont en train de se préparer à la sortie. De l'euro ? Oui, ils sont en train de se préparer à la sortie de l'euro et ils sont en train de faire en sorte que ceux qui prennent, ce soient les Allemands. Les Allemands, en fait, ils vont en prendre plein la gueule. D'accord ? Parce qu'en fait, l'économie italienne qui est asphyxiée par l'Allemagne à cause de l'euro va avoir un boost par rapport à ça. Bon, il y aura aussi des perdants, mais pas seulement. Mais sortir de l'euro, ça implique de sortir de l'Union européenne, il n'y a pas d'autre choix. Pour l'instant, le jeu est un jeu de dupes, d'accord ? Où les Italiens provoquent quotidiennement l'Union européenne, d'accord, pour se faire virer, et les autres de leur côté disent, on a bien compris ton jeu, donc on te fait des petites misères, d'accord, comme par exemple le budget de alors, bah oui. Mais écoute. Bah alors, justement, sur ce budget, j'ai une question, parce qu'on a vu donc, un budget présenté par le gouvernement, refusé par la Commission. Et ensuite, on a vu le gouvernement italien reculer, puisqu'il a fait des concessions. Ils ont fait des concessions complètement symboliques. Ah ouais. Complètement symboliques, parce que la véritable, c'est-à-dire la quota 100, c'est-à-dire la possibilité d'aller à la retraite, d'accord, avec le maximum des points, même si tu ne les avais pas, d'accord, elle est passée, et surtout le salaire universel, il est passé. Donc, si tu veux, qui étaient vraiment les 2 points d'achoppement qui étaient énormes, dans une période de récession qui va prendre toute l'Europe. Et si tu veux, comme je te disais l'autre fois, pour l'instant, les Italiens jouent le Brexit contre l'Allemagne et ils jouent l'euro contre tout le monde. D'accord ? Et donc, c'est pour ça, si tu veux, avec cette histoire du pacte du Aix-la-Chapelle et compagnie, la catastrophe, c'est que la France est en train de s'accrocher à l'Allemagne d'une chose sur laquelle, vraiment, je voudrais que tu me cites un économiste qui pense que l'euro peut encore survivre. C'est impossible. C'est déjà impossible au départ. Mais là, avec la situation qui est actuelle, c'était une situation de récession inévitable. Donc, et ceux qui vont se préparer, comme c'est le cas des Italiens, d'accord, vont pouvoir avoir des possibilités de s'en sortir mieux. Quand ça te tombe dessus, c'est la panique. Et puis bon, en Italie on rigole, mais même des gens qui sont très placés à la Lega, par exemple, ils le disent. C'est vraiment pas des gens qui sont vraiment de gauche à la Lega. Et par contre, ils ont qu'un mot à la bouche, ils vont dire, mais écoute, ce qu'a fait Lénine, on le fera nous. C'est-à-dire, on va arrêter. Enfin, c'était bien avant, les empreintes russes. Mais bon, sous Lénine, c'est fini complètement la discussion. Et ben, on fera ça, on va répudier la dette, on va dire, on vous paye pas. On vous paye pas. Attention, quand on dit on vous paye pas, la dette, elle est partout. Mais, elle est dans le livret A, dans les assurances vie, elle est partout. D'accord. Mais quand tu es vraiment, quand tu es en temps quand tu vas assister à un système qui est tu peux faire un paragon par rapport à la révolution russe ou alors à la chute du mur du Berlin, mais tu t'en fous. Tu diras, mais si tu fais ça, ça va être un bordel. Ça va être un bordel, oui. Enfin, ça va être très difficile à maintenir une situation normale. Mais quand tu n'as pas une situation normale, tu t'en fous. Ah ouais, parce que... Les seuls, parmi ceux qui ont vraiment morflé des dettes russes, c'est surtout beaucoup de Français. Oui, les fameux emprunts. Mais bon, pour le reste... Et puis, quand Lénine n'était pas d'accord, ils ont dit, venez les chercher. Voilà. C'est tout. Ouais, mais là, l'Italie, elle serait isolée quand même, non ? Si elle prenait une décision pareille, ce serait... Mais non, mais l'Italie joue la montre, d'accord, au moment où l'euro va inévitablement se casser la figure. D'accord ? Puis jouer la montre, à l'heure actuelle, ça veut dire jouer la montre par rapport à quoi ? Je te fais qu'il y a maintenant un axe qu'on n'avait jamais vu, qu'un axe Italie-Pologne.
qui est directement adressé contre la Russie et contre l'Allemagne en même temps. Qui fait que les Polonais, il faudra quand même qu'ils choisissent. Bon, et tu vois, le débat est si lamentablement bas maintenant en France au niveau des médias, quand tu plaques d'un grand bloc populiste, mais qui n'a rien à voir. Hein. Par exemple, quand même, les Autrichiens, c'est des faux amis. Ils n'arrêtent pas d'attaquer l'Italie. Ils ont voté les sanctions européennes contre l'Italie. Ah ouais? Ben oui. L'Autriche de Sébastien Kurz, là. Le type là qui est. Hein? Et lui il joue la carte identitaire, donc il emmerde les immigrés. Et en même temps, le problème, c'est que l'Autriche, c'est le faux nez de l'Allemagne, ni plus ni moins. D'accord. Donc ils ont soutenu l'Hollande et l'Autriche pour des raisons complètement différentes. Parce que l'Hollande est impliqué dans un scandale qui touche la France avec les banques. On s'en va pas parler. Et ils ont voté contre. Ils ont voté favorablement, pardon, à des sanctions contre l'Italie. L'Autriche a des revendications territoriales sur le Tyrol italien. Oui, mais alors, pardonne-moi, je connais bien ce sujet-là. Oui. C'était des anciennes possessions autrichiennes. Ils parlent tous allemand. Non, oui, non, mais d'accord. Ils parlent tous allemand. Mais ils parlent tous allemand. Mais la langue, je te signale que la langue, le français, d'accord, sont des langues nationales italiennes. Mais oui. Comment tu ça? peux rédiger, quand tu es en Val d'Aoste, tu peux rédiger un contrat. D'accord. Oui, oui, c'est des. Oui. Et le Tyrol italien, oui. Alors, c'est comment comme ça, mon vieux? C'est comment? Bien, il faut faire. Ah, mais je fais mon avocat Trieste, moi je me rappelle quand j'étais petit, il y avait une zone A, une zone B, et il y avait des trottoirs dans lesquels tu étais. D'un côté, tu étais en Yougoslavie, de l'autre côté, tu étais en Italie. Mais si tu commences à gratter comme ça de ce côté-là, il ne faut pas mettre en cause les frontières européennes, parce que sinon, on n'a pas fini. Oui, après, les mecs là-bas, je me rappelle une fois, mais je te garantis, hein. J'avais été là-bas une fois et j'ai vu des bars où c'était marqué interdit aux chiens aux Italiens. Donc je sais très bien que je n'étais pas bien. En Autriche? Non, dans le Tyrol. Ah, dans le Tyrol, au-dessus de Trento. Oui, bah oui, parce que c'est que des communautés. Oui, c'est des communautés d'Autrichiens. Non, mais ils sont là-bas, il faut. Tu vois, c'est des Tyroliens. Ils n'ont rien à faire avec l'Italie, mais d'accord. Il se trouve que les Italiens, ils ont gagné la guerre mondiale et puis la première, et donc c'est fini comme ça. Mais bon. Si tu commences à aller dans ce sens-là, et les Autrichiens ils le font. Hein. Et donc, quand on parle d'un bloc populiste, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut savoir que quand on dit la droite franquiste revient en Espagne. Ah, c'est Franco, machin, ça revient, le nazisme, enfin, ils sont financés par Israël, aussi bien qu'en Ukraine, tu vois. Voilà. Donc, toutes ces choses-là, il faut faire très attention, parce que moi, je ne conteste pas du tout le fait que Primo Secteur, que le bataillon Azov sont des néo-nazis. Tout le monde, c'est officiel, d'accord. Et eux-mêmes, ils ne s'en privent pas de le dire. Oui, bien sûr. Pourquoi ils sont financés? D'accord, par Israël directement, avec des shekels, hein, enfin avec des dollars. Tu veux dire attends, les Ukrainiens Private Sector, tout ça là? Mais bien évidemment. Et pourquoi ils sont soutenus par BHL? Oui, tout à fait, c'est vrai. Enfin, ouvrez les yeux, tu vois. On a des connaissances de tous les côtés. Fois, j'ai vu des gens que je connaissais qui sont des extrêmes droitards. J'ai dit, écoute, moi, excuse-moi, hein, tu me traites moi de putain juif. Je suis pas sûr que je suis vraiment. Moi, je n'ai pas de l'argent d'Israël, tu vois. Et moi, BHL ne vient pas me soutenir, tu vois. Voilà, donc c'est. Donc tout ça, c'est d'une grande complexité. Hein, donc là maintenant, voilà. Après, bon, la bonne nouvelle de cette année, c'est que j'aime bien que chaque fois que je vais ici, tu me le rapproches. Ah, c'est bien, on a gagné. Voilà. Combien de temps ça va prendre pour que les autres se rendent compte qu'ils ont perdu? Je sais pas, mais on a gagné. Maintenant, c'est les gilets jaunes et c'est fini. Toute la question, c'est savoir comment ça va se prendre. Bah, on va venir aux gilets jaunes. Mais donc, parce que là, quand même, tu as dit un truc très important, puisque tu dis, toi, que ce camp, entre guillemets, nationaliste, puisque c'est comme ça qu'il est vu, l'axe Rome, Vienne, je reprends voilà, les capitales, Prague, Varsovie, etc. Enfin, partout où il y a des pays, la Hongrie, etc. Tu dis ça n'existe pas en fait. C'est une illusion. Réaction populaire de partout, des gens, d'accord, qu'ils ont vu qu'à force de pas s'énerver parce qu'à chaque fois qu'ils n'étaient pas contents, c'était le début de la Shoah, ou à chaque fois qu'ils voulaient des augmentations des salaires, ou le maintien des retraites, alors ils pouvaient foncer dans l'homophobie ou je sais pas quoi. Bon, tout ça c'est fini maintenant. Il y a des gens comment ils disent, mais ce type-là, tout ce que je vois, c'est qu'ils disent qu'il va garder l'éducation pour mes enfants, les écoles pour mes enfants, les retraites, etc. Et tout. Donc après ça va être au camp
au camp droitard, on va dire, de pouvoir démontrer et surtout de pouvoir sortir de cette politique-là, parce qu'ils n'ont pas les moyens, pas plus que Macron a les moyens de faire autre chose. Hein. Quand Madame Le Pen commence à dire qu'elle s'en fiche maintenant de l'euro et de l'Europe, ah bah oui. Alors, tu m'as volé ma question d'après. Si tu fais pas ça, bah reste chez toi. Parce que elle se place en plus. Non, on va dire que c'est tactique. Oui, mais elle se place quand même dans une stratégie où elle se dit justement, je vais m'associer avec Salvini, avec les Italiens, avec les Autrichiens, avec peut-être les Polonais, les machins, puis on va changer l'Europe. Parce que ça, la stratégie. Oui, c'est un peu. Moi, j'y crois pas du tout à titre personnel, mais c'est ça la stratégie qui est présentée. Si une voie, si tu veux, électorale et politique, je pense que c'est celle-là. Le problème, c'est que, je ne sais pas si elle a dit ça parce qu'elle ne veut pas faire peur aux gens, quoi que ce soit. Si tu ne mets pas en cause l'Union européenne, si tu ne mets pas dans l'euro, mais qu'est-ce que tu. Si tu veux, même la détestation, même la haine que maintenant certains gilets jaunes ressentent par rapport à Macron, je la comprends quand même, hein, parce que la répression était inouïe, hein, on n'a pas vu ça depuis la guerre d'Algérie, hein, et c'est probablement même plus fort que pendant la guerre d'Algérie. Mais Macron n'a aucune marge. Si tu restes là-dedans, tu n'as aucune marge. Donc, quel que soit le champion de la politique gouvernementale, si tu restes là-dedans, tu peux pas. Oui, bah c'est ça le monde. Une fois, cette affaire, je dis, l'Europe, capitale, Berlin. Donc, une fois que tu sors pas de là, c'est fini. Tu vois. Et donc, voilà, c'est comme ça se passe. Donc, là maintenant, tu as tout ce truc-là qui arrive et qui a balayé déjà l'Europe, hein, parce qu'il ne faut pas attendre plus une vague droite qui y en a maintenant, parce que tout va passer à droite. Toute la question, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire, ces droitards. Parce que s'ils veulent continuer à rester dans l'Europe, ils veulent tous rester dans l'Europe. Parce qu'ils se disent, on est tous de droite, on est tous nationalistes, et ben on va tous s'associer, puis on va mener la politique européenne qui va dans l'autre sens. C'est ça. Ils vont s'en prendre au kebab, à la viande halal, mais ça va pas changer la vie et ça va pas changer l'organisation des personnes qui ont besoin d'aller à une retraite, d'hôpitaux efficaces. Donc c'est ça. Si tu veux faire une autre politique, tu ne peux pas rester une européenne. L'euro, j'ai vu sur Internet, il y avait un très beau débat entre Jacques Sapir, Delamarche, et il y avait le troisième, que j'oublie tous son nom, qui est brillantissime. Ah, c'est Olivier Derrière. Oui, voilà. Et il disait, tu vois, l'euro, c'est comme si tu as des chaussures, et puis tu en as un qui a 45, et l'autre, il a du 41, et en fait, c'est du 43 pour tout le monde. C'est 42. Il y en a un qui mord dans l'histoire. Voilà. Tu comprends ? Complètement. Donc, voilà, donc ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Structurellement, ça ne peut pas marcher. Là maintenant, si tu veux, on s'est sauvé à chaque fois en comprenant les peuples. Donc ça a été au bout d'un moment les réformes sur les retraites, sur la sécurité sociale, puis l'ARS, et puis à un moment donné, ça ne marche plus. D'accord ? Et imaginez qu'on peut appliquer une politique répressive du point de vue économique sur l'Italie comme ils l'ont fait en Grèce, c'est pas possible. Bah, ils ont tenté quand même en Italie au début de l'école. Enfin Matteo Renzi, mais avant c'était Monti. Oui, moi, je sais pas si tu te souviens, mais les crises qui ont commencé entre l'Union européenne et l'Italie à un moment donné, dès que en fait Salvini a joué tous les jours la provocation. Parce que lui, son rêve, c'est de dire, c'est pas moi viré. C'est ce qu'il voulait. Et puis quand elle a vu que c'était pas possible et que les autres, de manière beaucoup plus sournoise et plus perverse, on a dit, oui, mais attention, il y a quand même ça à payer. Hein? Il a baissé. Et après, la droite s'est appuyée sur l'ultra-gauche en disant, et l'ultra-gauche a dit, ah mais moi je ne peux pas faire au-delà. Je ne peux pas toucher ni à la quota cento, c'est-à-dire aux retraites par entière, ni au salaire universel, parce que ça fait partie de mon contrat du gouvernement. Parce que les mouvements 5 étoiles, un contrat du gouvernement, un contrat déposé au Trésor public avec ses électeurs. Donc moi je ne peux pas, parce que sinon je suis obligé de démissionner, alors on met devant un tribunal. Donc je ne peux pas, il ne peut pas, donc on s'arrête là. Voilà, on a fait semblant de reculer, on a fait semblant de se fâcher, vous avez fait semblant de dire que ce n'était pas possible, et puis on continue. Mais alors c'est quoi le jeu du gouvernement italien ? C'est de faire exploser l'Union européenne, mais sans le dire ? C'est quoi ? C'est exactement, tu as tout compris. Ils savent que c'est le Brexit, là, ça va arriver, ça va être un hard Brexit. Et puis en plus, voilà, alors pour ceux qui n'ont pas suivi, ça a été voté au Parlement britannique, ça a été
été refusé. Et donc c'est fini. C'est fini. Elle doit représenter, d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai pas suivi. Elle doit représenter, c'est mais fini. bon, c'est terminé, quoi. Donc, okay. L'Union européenne, c'est pas qu'elle va exploser un jour, elle est en train d'exploser, d'accord. Donc toute la question est de savoir qui va être le dernier dindon de la farce à récupérer tout le merdier. C'est parti, ça va être la France. Bon, donc et surtout que la France, à l'heure actuelle, s'accroche tellement au moteur franco-allemand qu'il est prêt de mettre en jeu des parts essentielles de sa puissance. Ah bah, le traité d'Aix-la-Chapelle, la bombe, le nucléaire, le Conseil de sécurité maintenant qu'on va partager avec les Allemands. Ça va devenir une espèce de principauté de Monaco au sein de l'Europe allemande. Au sein de l'Europe allemande, ouais. C'est n'importe quoi. C'est avec les statuts spéciaux pour l'Alsace. Oui. Voilà. Donc, et tout ça, c'est pas un délire. T'as une partie du camp mondialiste, et en France ils sont très forts, qui ont décidé qu'elle n'en est pas lâché par rapport à tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Et si tu veux, la chose qui est dramatique là-dedans, c'est pendant que nous, on est en train de jouer comme ça, qu'est-ce qui se passe, t'as de l'autre côté de la planète les Chinois qui sont tellement dégoûtés de nous qu'ils ont décidé que de toute façon ils se prendront même pas la peine de nous envahir économiquement, parce que de toute façon on est endettés, on est à la dérive, qu'eux ils marchent très bien parce qu'ils vont devenir le centre de l'Asie, ils le sont déjà, ils vont le devenir officiellement, enfin, de manière structurelle, et puis voilà, de temps en temps ils iront en France, ils vont regarder, ah tiens, t'as vu le français là-bas, voilà, ils vont faire des safaris ici, avec des gens qui sont comme des étirés de fois. Les gens t'ont beaucoup critiqué là sur les réseaux, tout ça. Les réseaux des Français vont s'effondrer. Ah bah oui. Et avec les gilets jaunes, ce qu'on a découvert, c'est que les frigos étaient déjà pleins, déjà vides. Donc après, tu vois, tu peux toujours, il y a toujours ces discussions antipathiques sur qu'est-ce qui se passe, etc. et tout. Puis les gens commencent à parler de cette obsession de ces gens qui sont restés bloqués sous les cadres de la Deuxième Guerre mondiale, et puis les Juifs et pas les Juifs. Mais enfin, ton frigo, il est vide. Tu penses que les Juifs vont venir la nuit et qu'ils vont te le remplir ou qu'ils vont te le vider complètement. C'est complètement absurde. Ce sont des conneries, tout ça. Tu vois. T'as un réseau pro-israélien qui est très fort, qui d'ailleurs n'est pas 100% juif. D'accord. Et t'as la question des banques. Et là-dedans, encore une fois, les banques, et les colorées d'une certaine manière, il n'y a pas que des juifs dedans. Tu as les médias qui sont très puissants, mais bon, excuse-moi, t'es pas financé. Tu vois. Pas les juifs, non. Donc, c'est tout. Et puis, encore une fois, la chose que moi j'ai retenue de tout ce mouvement des Gilets jaunes, c'est la synthèse parfaite qu'a fait notre camarade Alain Benajam, auquel on souhaite un bon rétablissement. C'est que les cadres politiques intérieurs ont complètement explosé, sont complètement dépassés. Qu'il ne faut plus raisonner comme ça, et que les Gilets jaunes n'ont besoin ni de se faire représenter, ni de se faire aider, et qu'en fait, par le réseau, tu te rappelles tout à l'heure, les discussions que tu as eues avec Alain Benajam sur les bifurcations, l'intelligence individuelle est découplée par l'intelligence collective du réseau, et qui fait que, regarde comme les Gilets jaunes arrivent à mener en bateau, d'accord, tous les plans de sécurité qui fait. C'était impossible, ça. Mais là maintenant, à chaque fois, les Gilets jaunes, quand ils font quelque chose, ils gagnent. D'ailleurs, en parlant de Gilets jaunes, on a vu justement Matteo Salvini soutenir les Gilets jaunes. Il a même apporté le rêve. Alors j'ai bien entendu, tu peux peut-être nous confirmer l'information, qu'il offrirait l'accès de sa plateforme. Alors d'abord, maintenant ils se baladent tous les deux, Di Maio, donc la gauche. La gauche, d'accord, oui. Ils ont comme doublure à l'intérieur un gilet jaune. Tu l'as vu ça? Ah d'accord, j'ai pas vu ça. Ils se font plaisir quand ils arrivent dans les conférences de presse, dans les instances internationales, ils lèvent leur parka, ils montrent bien qu'il y a un gilet jaune, il faut. Alors, non, en fait, la plateforme Rousseau, ça s'appelle du nom du philosophe franco-suisse, et c'est ça qui a porté au pouvoir le mouvement 5 étoiles. C'est une plateforme qui comprend, je ne me rappelle pas combien de millions, là on parle de millions d'inscrits. Moi d'ailleurs, je suis adhérent des mouvements 5 étoiles, entre autres, j'adhère à tout ce que je peux.
Et si tu veux, c'est elle qui participe de la discussion démocratique qui établit, par exemple, voilà, on veut cette loi-là pour protéger l'huile d'olive italien. Et ça, quand je te dis, le mouvement 5 étoiles est une vitrine de cette plateforme-là informatique. D'accord. Mais vraiment, ni plus ni moins. Et en plus, ils établissent un contrat de droit civil avec ses propres électeurs. Hein. Donc, je veux dire, ils sont tenus, mais vraiment, ils sont vraiment tenus. Hein. Et donc, le Di Maio, donc le deuxième vice-premier ministre, on ne dit pas premier ministre notamment, c'est pas grave, premier ministre italien a ouvert donc aux Gilets jaunes sa propre plateforme en disant venez, on vous laisse un onglet, je ne sais pas comment ça se passera au niveau informatique, mais vous pouvez vous structurer. Je pense que les choses vont se faire. C'est ce que je sais moi, les choses vont se faire. Parce que Drouet dit à un moment donné, on n'a pas besoin de rien. Bon. En fait, les choses vont se faire. Parce que clairement, le gouvernement italien, quand il fait ça, il joue contre le gouvernement français. C'est quoi? C'est l'avant. Mais écoute, dès qu'ils sont arrivés au gouvernement, ils n'ont pas arrêté de critiquer l'Italie. On parlait du gouvernement, c'est ce que c'était la lèpre. C'était la lèpre, les traités de fascistes, le retour des chemises noires, le machin, on a tout entendu. Donc, grosso modo, là, ils sont dans la merde. Les types, ils disent bon, bah écoute, sans te faire sans trop d'agiter, je vais pousser un peu en direction de la porte. Et tiens, et puis, mais de toute façon, ils sont dans la merde. Et puis, si tu veux, les premières choses. Là, ça va monter. Hein. J'ai vu qu'hier, il y avait Ardisson qui a eu le courage, tout ce qu'on peut dire sur lui, d'inviter quand même qui était blessé. Ouais. La répression qui s'abat sur les Gilets jaunes est inédite dans un pays démocratique. Hein. Je veux dire, c'est n'importe quel pays au monde qui aurait fait ça. Ah bah si c'était la Turquie ou l'Iran... Les types, ils étaient rasés au sol. Hein. C'est bon, quoi. Voilà. Donc, non, mais il y a plus d'une centaine de blessés graves. Un blessé grave, c'est les définitions des assurances. Hein. Donc, le blessé grave, des gens qui perdent leur œil, on peut dire que c'est blessé grave. Ils n'ont plus de main ou machin. Donc, il y a plus de 2000 blessés en tout. On assiste à une répression qui si tu veux, on est dans la même situation que les Gilets jaunes étaient dans la même situation que quand les types revenaient du front pendant la Première Guerre mondiale, pendant les premiers 6 mois. C'est-à-dire qu'ils n'osaient pas parler parce que personne ne les croyait. Tu vois, et là maintenant, tout le monde se rend compte que c'est pas normal. Hein. J'ai vu que le média, la France Insoumise, ils ont fait un truc, comment il s'appelle, David Dufresne qui est venu, qui a fait une explication très gentille, mais bon, il a utilisé les mots qu'il faut, c'est que c'est du jamais vu une répression pareille. Et t'en as d'autres qui voient, et en fait, ce n'est jamais vu depuis la guerre d'Algérie. On n'a pas connu c'est-à-dire là, ils ont lâché les fauves. Hein. Mais ça signifie quoi? Ils ont peur, le gouvernement? C'est quoi? Mais c'est qu'il ne reste que ça. Il ne reste que ça. Ça veut dire que si, donc là tu comprends les primes, tu comprends tout ça, et puis bon, au bout d'un moment, le problème c'est que... Moi j'hésite beaucoup à parler, parce qu'il y a des fois, ne serait-ce qu'en imaginant des scénarios que tu as dans ta tête et qui te dit, tu sais, tu crées là. Donc moi je pense que cette histoire-là, dans la tête des autres, du pouvoir, je pense qu'il y a comme une tentation, tu sais, de jouer aux guerres des étoiles, d'un espèce, tu sais, des super-États qui va tout contrôler, qui va tout réprimer, tu vois. Ils n'ont aucune solution politique dans la tête. Ça les intéresse même pas. Oui, parce que pour le moment, enfin, je sais pas si tu fais cette analyse aussi, mais les réponses du gouvernement de Macron, elles sont pires qu'insuffisantes. Enfin, c'est pas des réponses. Mais personne n'y croit un instant. Il a fait son débat, mais son débat, c'est une opération de com', c'est pas un débat. Il était fini avant de commencer. Grosso modo, la chose qui se passe, c'est qu'ils sont dans la dénégation du changement. Il y a un changement. Le peuple français n'en veut plus. Tu vois, tu avais ce bel article qui avait sorti Thierry Messant sur le fait que la Syrie était le premier État à avoir résisté à l'impérialisme et au colonialisme, et d'avoir gagné, bien sûr avec les Russes aussi, d'accord. Et les Français sont le premier peuple à dire ça suffit. Et il ne faut pas oublier, si on revient en arrière sur les traditions révolutionnaires françaises, la Commune, 48, 1830, ces barricades-là, ça fait partie de la culture française. Complètement, ouais. Et c'est pour ça que tous ces gens qui soient, quel que soit leur bord, qui essaient de diviser, d'accord. Pour moi, la France, c'est le drapeau de lys, c'est le drapeau rouge et c'est le drapeau tricolore. Les trois sont des drapeaux français qui ont failli d'ailleurs être votés au Parlement français pour devenir les drapeaux officiels, d'accord. Donc, moi, tous ceux qui divisent le mouvement, d'accord, c'est eux que vous devez virer.
Hein, c'est qui font voilà. Et là tu as un mouvement de fond qui est inexorable, qui ne veut pas s'arrêter. Et à chaque fois que le mouvement s'essouffle, il y a 2 fois plus de monde après. Donc il s'essouffle comme ça, continuez vous souffler. Et moi j'étais quelques actes à Paris, mais j'ai vu aussi les Gilets jaunes à Chartres, je n'ai vu dans la Creuse à Guéret. C'est à Guéret, une petite anecdote, tu vas sur un rond-point, ils ont fait des toilettes, et puis c'est des ouvriers, c'est pas des petits étudiants. Comme ils voulaient faire un tout propre, parce qu'il y a hors de question qu'ils fassent pipi partout, et puis ils ont été chercher les égouts à 20 mètres, tu vois, donc ils ont tout à l'égout, en plein rond-point, tu vois, c'est là que tu vois, là, quand même, c'est fort. Et les gens se rendent compte, en fait, alors qu'avant ils pouvaient penser qu'ils avaient mal compris, que c'était leur problème à eux. Maintenant, ils n'ont plus honte de dire oui, j'ai pas d'argent. Bien sûr, ouais. Ils n'ont plus honte de dire ça, et surtout ils se rendent compte qu'ils ne sont pas les seuls. Et surtout ils se rendent compte qu'ils n'ont pas besoin de prendre leur boîte de calmant, et que finalement c'est beaucoup mieux si je vais boire un coup avec les copains au rond-point. Ils sortent de leur solitude, de leur dépression. Oui, ça a recréé le lien social, ça c'est vrai. Ça c'est déjà une victoire énorme. Bon. Et surtout que moi j'ai tellement fantasmé dans ma vie qu'au bout d'un moment, jusqu'au dernier, même si je voyais ce que moi j'ai vu les premiers émeutes du 24 novembre sur les champs, j'ai dit putain les mecs ils ont mauvaise quand même. Parce qu'au bout d'un moment je me suis dit c'est des agents provocateurs. Puis quand j'ai vu l'auteur de la barricade, les types devant, il y a un truc qui se passe, tu vois. Et si tu veux, je ne vois pas, hein, si je devais, tu sais, c'est toujours un peu les exercices qu'on fait quand on est un professionnel de la politique, comme à Sciences Po par exemple. De dire voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? Très bien. Maintenant, tu vas défendre la position contraire, d'accord? Et moi, j'essaie de faire ça. Et je ne vois pas comment le gouvernement, qui que ce soit, comment le système va s'en sortir. Je veux bien un peu mon fiche, moi je pense que c'est un véritable mouvement qui est un mouvement révolutionnaire. Je ne vois pas comment on va sortir de là. Tu vois, sans changement de régime alors. Dans la commune c'était facile, les Versaillais, les prêtres, ils ont appelé les Allemands pour venir liquider le peuple de Paris, ils les ont fait repartir. Mais là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas appeler les Panzers. Eugène Ford, là, les gendarmes européens. Là. Oui, les gendarmes européens, mais bon, écoute, d'abord ils sont 1000, ils font pas le poids. Et puis bon, soyons clairs, quoi. Ils seront malvenus en plus. Je pense pas qu'ils sont malvenus, je pense que même en extérieur, dans la main française, c'est un jour, il y a quelqu'un qui se ramène pour dire maintenant on va tuer vos enfants. Même dans l'armée française, il va y avoir des gilets jaunes. Et d'ailleurs, à la manifestation la dernière, il y a comme un nombre invraisemblable d'anciens combattants qui étaient là-bas pour encadrer la manif. On en voit, qui ont dégagé la CGT. La CGT, oui. Ça, je regrette de ne pas avoir vu parce que quand même la CGT, le histoire de la CGT, il y a des années quand j'étais jeune, on avait cassé le nez. Bon, tant pis. Mais là, j'aurais voulu voir ça, tu vois. C'est quand les méthodes absolument de récupération abjectes, ils se sont mis au début du cortège, et quand les gilets jaunes arrivent, ils pensaient qu'ils allaient ils se sont pris des coups de pied dans les fesses, ils sont dégagés. Et là, tu te rends compte que c'est une table rase. Il n'y a plus de syndicats, les syndicats sont là. Alors, histoire, ils voient que c'est la place aussi c'est même pas ça. Les médias sont pas crus du tout. Ils sont en fait dans cette crise, les masques tombent, les médias, les politiques, les machins. Les associations, les partis qui sont tous plus lamentables les uns des les autres, d'accord. Bon, le Front National est venu là-bas. Le Rassemblement national, ils ont ramené Marion Maréchal Le Pen qui était là, juste les gilets jaunes, et puis bon, tu vois, c'est pas son milieu non plus, tu vois, on l'a plus vu, on les voit plus. Ouais, parce que j'ai même vu, c'est Louis Alliot qui semble tourner Kazakh et qui nous explique oui, il faut arrêter avec la chienlit, revenir. Donc bon. Et d'ailleurs, la France insoumise qui sont bien d'accord, c'est un et tout, nanana, sauf que bon, la nouvelle France, comme il appelle Mélenchon, elle n'est pas là. Donc tu le vois bien. Et le problème, c'est qu'encore une fois, si j'arrive à pouvoir un jour, tout le monde devrait poser mes questions. Mais pourquoi vous avez fait cette alliance avec le Rassemblement national maintenant, alors vous auriez pu le faire il y a 20 ans, par exemple. Et de toute façon, ils ne la feront jamais. En France, ils la feront jamais. Ils sont dans une telle structure, vraiment. Moi, j'étais
tu l'as vu là, il y a eu un organe officiel de la CGT qui a critiqué Annie Laquarise, qui a fait beaucoup qui était un des personnages principaux de nos documentaires, donc à Clap 36, qui a été attaqué. Après, Martinez l'a appelé au téléphone pour s'excuser. En même temps, elle dit oui, non, j'ai travaillé avec Clap 36, je connaissais bien Béatrice Pignède, mais je ne les vois plus depuis 2005. J'ai quand même envoyé un message que j'ai rendu public à tout le monde, que le dernier film qu'on a fait ensemble avec Béatrice sur Clap 36 date de 2013, d'accord. Et tu vois, toute cette lâcheté là, qu'est-ce que l'on a à faire à un écariste, enfin, c'est n'importe quoi, tu vois, mais il faut que tu sonnes neuf, on s'en fiche de tout ça, tu vois, Oui, parce que dans cette crise, on voit bien que les partis n'arrivent pas à donner de réponse, et les partis les plus mal à l'aise, j'ai l'impression que c'est les partis de gauche, qui sont, en France, ils sont mal à l'aise sur les gilets jaunes. Mais c'est parce que tout le monde voit qu'en fait la gauche était morte bien avant qu'elle disparaisse, tu vois, parce que voilà, maintenant c'est fini, et si tu veux, la chose qui est vraiment visible à l'heure actuelle, c'est que les Français sont seuls. Tu sais ce qu'on disait tout le temps, tu vois. En plus, j'ai revu l'émission parce que je me suis dit, merde, je ne vais pas être un peu trop radical en disant, mais rayez-vous les Français parce que sinon vous allez morfler, et je me dis, ils nous ont écoutés. Et non, mais si tu veux, ce qui est évident, c'est ton mouvement qui est inexorable, va trouver au bout d'un moment une tradition politique, mais qui va être nouvelle, par les réseaux, par tout ça, qui va être nouvelle. Et à l'heure actuelle, je pense que même au MEDEF, il doit se dire, les gars, ça nous a déjà arrivé une fois, ce truc-là. C'était pendant le Front Populaire, et pendant le Front Populaire, on a dû lâcher beaucoup pour pas perdre complètement tout. D'accord. Et là, s'ils veulent s'en sortir, c'est ça. Parce que tu as la France coloniale de Valéry Giscard d'Estaing, tu sais, tous le neveu de Picot, des accords Picot, etc. et tout, qui maintenant ne savent pas quoi faire pour garder leur. Parce que la France, il ne faut pas l'oublier, la France, quand même, a une petite croissance, c'est quand même des milliers de milliards de PIB par an, c'est un pays riche, c'est très fort. Et que si on avait une autre répartition des richesses, c'est surtout si on n'était pas parasité par la banque, mais les revenus des Français, ils exploseraient en quelques mois. Et ce serait la Suisse partout, si tu veux. Et ça, bon, maintenant, par les réseaux, par l'intelligence du réseau s'associer, qu'alors maintenant, tout le monde cherche des situations de repli, tu vois. L'Angleterre a déclaré très officiellement qu'il va étaler ses bases militaires partout, il va reprendre une politique coloniale, que la France fait pareil. L'Allemagne. Alors, l'Allemagne a dit, le discours de Merkel, le 30 juin, elle a dit que l'Allemagne allait se mêler des affaires. On va les faire rentrer, de toute façon, les Allemands, ils sont tétanisés. Sophie leur dit, nazi, ils rentrent. Bon, c'est facile. Mais si tu veux, le truc, c'est que... Non, je rigole, parce que c'est un vrai problème. Alors, bon, mais et tout ça se voit. Et si tu veux, maintenant, la balle est dans le camp du peuple français. Moi, pour une fois, je ne peux pas m'interdire d'être vraiment très optimiste. Je pense que les Gilets jaunes ont déjà gagné. Je pense que les Gilets jaunes ont déjà gagné. Ont déjà gagné, oui. Et toute la question, comment ils vont faire les autres pour pas le dire que vous avez déjà gagné. Parce que regarde, déjà, le fait qu'ils les amènent, que Macron fait ce faux débat, là, pourquoi tu l'as pas fait il y a 6 mois? Pourquoi tu dis, il faut faire la démocratie? Mais ça veut dire quoi? Qu'on n'était pas en démocratie? Bon, ben, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont sortir de ce débat-là? C'est encore pas grand-chose. Parce qu'il a prévenu à l'avance, il a dit, de toute façon, je ne changerai pas de cap. En gros... Non, il va l'accentuer, il a dit. Je vais l'accentuer. Donc, c'est pas possible. Donc, alors, encore une fois, moi, je pense qu'il y a un moment donné, il va y avoir des épisodes de violence extrême. Mais comment les Gilets jaunes, ils vont pouvoir... Parce que même dans un changement de régime... En France, on oublie aussi, par exemple, pendant... Moi, j'ai assisté avec des Gilets jaunes dans la Creuse. Tu sais, dans la Creuse, il y a beaucoup de chasseurs. Oui. Et moi, j'ai eu un débat entre moi et l'histoire, ça va, c'est demain, on monte à Paris avec que sont les carabines. Et tu sais, un calibre 397, ça t'arrête un camion de la Brune, c'est à 100 km/h. Non, mais je veux dire, les types, ils sont très énervés. Il y a des gens qui sont désespérés. Et surtout, bon, tu vois, t'as pas un horizon d'attente dans lequel tu dis, bon, au bout d'un moment... On fait ci, on fait ça, et finalement mes gamins vont réussir. Non, qui va dire ça à l'heure actuelle? Combien de jeunes diplômés, mais Bac+5, Bac+8 en France,
Ils n'ont aucune perspective. Des diplômés, oui, tout à fait. Bah, la plupart se barrent à l'étranger, de toute façon. Ou alors ils se barrent à l'étranger. Et pourquoi? Parce qu'en France, il n'y a plus de possibilités. Tout à fait. Et donc ça une fois que justement que l'euro sera, ces gens vont revenir, ce sera très 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 intéressant d'investir en France. Parce que la monnaie a dévalué et surtout parce que c'est pas un mystère, il faut lire les chiffres de l'OCDE. L'ouvrier, enfin le travailleur français est le plus productif du monde. Du monde, oui. Tu vois, c'est pas du coréen, du monde. Donc je veux dire, les Français ils sont en train de se rendre compte que par ces tentatives, comme maintenant on peut le dire, de remplacement de population, parce que c'est l'ONU qui le marque dans ses rapports. C'est l'ONU, donc c'est pas l'autre gay, comme il s'appelle. C'est le gay ex-Front National, là, c'est tout beau là, qui se la joue au grand. Comment il s'appelle là? Philippot, non? Non, Ex-Front National. Qui a fait la formule, qui a créé la formule de grand remplacement. Camus. Oui, Camus, non, c'est pas lui, hein. C'est marqué dans les rapports de l'ONU, d'accord. Et c'est pas ça. Donc, et en fait, on se rend compte quoi? On se rend que la France est un pays riche, très 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 riche. Et les Français sont en train de dire, mais on se fait piller. On est en train de se faire piller. La question qui va être très douloureuse pour certains, c'est quand les Français vont se poser, et j'en arrête pas de dire à mon entourage, c'est ces deux questions-là que moi je vous suggère de poser, c'est où va l'argent? À qui va l'argent? Stop. Après tu te retires. Il faut que tu t'as mis la bombe, tu te casses. Où va l'argent et qui va l'argent? Mais ils commencent à le comprendre, la majorité des Français, ça. Parce que le mouvement, en tout cas, la grande... D'où cette crainte de retour de l'antisémitisme. Je vois pas je vois pas le rapport. Voilà. Mais j'ai l'impression que c'est justement les Gilets jaunes qui, on va dire, dans une perspective où justement ils arriveraient à cet objectif de changement de régime, ça voudrait dire que quelque part, on mettrait fin à l'oligarchie bancaire. Parce que c'est ça Pas partout. Pas partout. Tu as parlé vraiment d'un changement de régime, mais c'est vraiment c'est un changement d'époque. Moi, je pense que je m'appuie encore sur la synthèse qu'il fait Alain Benajam là-dessus. Ça va changer nos vies, ce qui est en train de se passer. Ça va vraiment changer nos vies. Et tous ces aménagements qui peuvent retarder un peu, c'est comme disaient très bien ce soir pour la mémoire. Bon, mais c'est le débat avec De la Marche. Berrurier, ça disait, la Révolution française, ça n'a pas été le 14 juillet tous les jours. Il y a des moments où il ne se passait rien. Par contre, quand ça reprenait, ça faisait mal. Alors là, on a un mouvement qui n'arrête pas de monter. Non, il n'y a même pas une pause, si tu veux. Il n'arrête pas de monter. Il y a un moment donné, si tu veux, les producteurs, c'est ma thèse à moi, c'est mon hypothèse à moi. Je pense qu'au bout d'un moment, les tenants, les dominants vont dire, bon, les gars, c'est l'écart, c'est quand par le Front populaire. On lâche. À l'époque, tu allais expliquer aux gens, d'accord, qu'on allait donner de l'argent à des types qui partaient en vacances, qu'ils étaient payés. Mais tu vois, je dis, c'est bon, mais ça c'est au paradis. Personne n'y croyait. Et quand ils ont eu qu'ils avaient un chèque pour partir en vacances, je dis, merde, on part en vacances, on nous paye. Tu vois, c'est parce que, bon, j'ai appris dans la mentalité d'un dominé, il est toujours en train de dire, alors que c'est lui qui produit la richesse, il a toujours en train de dire merci. Tu vois, il n'en revenait pas. Une personne n'en revenait pas. Donc, effectivement, c'est Macron. Ou le MEDEF oblige au bout d'un moment, tu vois, c'est un jour il va dire, bon écoute, ferme ta gueule, tu triples le SMIC, d'accord, et tu arrêtes l'immigration, là ça va s'arrêter. Mais pour l'instant, ils sont très loin de faire ça. Alors, on est très loin. C'est ce que je veux dire. Mais est-ce que le système ne va pas pouvoir mettre tout pour se conserver? Mais qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse? La répression policière. Mais là, plus que ça. La prochaine fois, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, Lucas Ferry, j'ai entendu qu'ils ont mis en tôle un jeune parce qu'il ne sait plus trop ma ferme. Il a voulu porter plainte contre Lucas Ferry. Quand on arrive là. Mais ça existe, ça? Oui, c'est incroyable. Une plainte calomnieuse, c'est une procédure. Mais il y a une enquête par rapport à ça. Le type, ils l'ont expédié comme ça en tôle tout de suite. En comparution immédiate. C'est délirant. C'est délirant. C'est absolument délirant. Ça, c'est des choses qui... Et ils vont augmenter jusqu'à quel niveau? Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bombarder les quartiers de Paris? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut être réaliste.
Et à un moment donné, si tu ne trouves pas une solution politique à ça, mais au bout d'un moment, je veux dire, le peuple fait ton affaire, puis c'est fini. Puis pour moi, les djihadistes, ils font peur parce qu'ils coupent des têtes, mais les Français, au niveau coupage des têtes, ils ont un background. Ils ont un background. Mais je veux dire, il faut faire attention. Hein. Puis on les a vus, les mecs. Hein. Guillotine. Ça, c'est des traditions françaises, tu vois. Il y a une histoire qui est imprégnée, qui est reprise, tu vois, de révolte, d'insoumission. Les Français, c'est un peuple insoumis. Hein. C'est pas seulement un peuple. C'est vu un peu comme ça, alors côté allemand-autrichien, où ils se disent ah mais ces Français de toute façon ils sont en perpétuelle révolution. Oui, écoute, on n'y peut rien. Alors littéralement. Alors les Allemands ils sont très forts en tout, ce que tu veux. Mais ils se révoltent pas. Bande de moutons. Oui, tout à fait. Excusez-moi, je vais dire et du coup les Italiens ils sont, je parle là pas du gouvernement mais du peuple italien, ils voient ça de façon comment. Les Français, tu sais, les Italiens ils avaient ils ont une grande antipathie pour Macron et tout ça. Ils sont traités comme des chiens. Mais quand tu parles des gilets jaunes aux Français, aux Italiens, il y a un gros sourire. Cousin, voir ça, c'est génial. Il faut quand même pas oublier que la France a été pendant très longtemps, avec la Révolution, a été devenue le phare du monde. Oui, tout à fait. Et là, à l'heure actuelle, il y a des gilets jaunes en Irak, en Angleterre, il y en a partout. Tu vois, faut quand même voir le truc. C'est énorme ce qui se passe. Et si tu veux, il y a eu des moments, il y a 2 mois, que moi j'ai vu ça, j'ai vu tout ça. Et puis j'arrivais pas à y croire moi-même. Je suis en train de m'emballer. J'ai tellement mes rêves pour les réalités. Et puis au bout d'un moment, je me suis résolu. Je me dis non mais c'est comme ça, c'est génial, c'est super. Donc, parce que quand il y a mon ami, tu sais, mon ami Amar, là, quand je suis passé à Guéret, on était là-bas. Je donne un billet, ça, il est où la caisse, les gilets jaunes? Tiens, les types ils étaient là. Merci Amar, viens nous voir. Bon, c'est génial ce qui se passe. Parce que j'ai l'impression que au niveau des gouvernements, des grandes instances, personne l'a vu venir, qui se trouve un peu. Mais tu l'as vu venir toi? Non, non plus. Moi, j'ai pas. Enfin, j'ai vu venir. Tout le monde se dit depuis longtemps. Jusqu'à quand, voilà, jusqu'à quand on va arrêter, parce que jusqu'à quand on va supporter tout ça. Et puis, finalement, il y a eu ce mouvement qui est apparu, mais personne. Je veux dire, maintenant, c'était depuis le 17 novembre, ça fait 3 mois maintenant quasiment que ça dure. Et enfin 2 mois et quelques, mais personne ne s'était dit ça va durer ça. Je pense que le 17 novembre, le gouvernement il se disait ça va être un week-end. Oui, ça va être un week-end et puis on va se balader. Et puis voilà, ils en ont fait, il a ignoré, Macron a fait justement son truc, on n'en parle pas, je les ignore. Tu vois, on va parler le 17 novembre, tu fais rien. D'ailleurs, il se barre à l'étranger chaque week-end au début. Et puis si tu veux, et puis quand on l'a vu quoi, tu vois, c'est très tôt. Moi j'ai des retours qui me viennent de certains quartiers de la région parisienne, tu vois. Et ils me disent, putain, c'est quand même incroyable, mais c'est bien les gilets jaunes, parce que même à la racaille se tient carreau en ce moment, tu vois. Ils en parlent tous. Hein, Et alors, un des projets, c'est de mettre la racaille contre les gilets jaunes. Ben, ceux qui l'ont fait, ils ont vu la réponse. Hein. Les types, ils se sont pris des claques, tu vois, parce que bon. Ils n'ont pas à faire avec des nuits debout, tu vois. Ils ont affaire avec des mecs. Donc, et c'est fini, hein, ça s'est calmé. Hein. Y a alors ça, justement, c'est intéressant parce que c'est une des grandes questions aussi de ce mouvement. Oui, pourquoi le mouvement est blanc? Et bah oui. Alors moi, j'en ai parlé ce week-end avec les gilets jaunes. Tu sais comment ça s'appelait avant les gilets jaunes? Non. Les Français. C'est marrant. Ça s'appelait les Français. Ouais, c'est les Français que, voilà, ils ont dit, bah écoute, minorité pour minorité, nous aussi on est une minorité, bon, on est comme une majorité, mais on est comme une minorité. Donc parmi tous les autres, ben, on va nous avancer notre revendication minoritaire. Voilà. Et c'est vrai que c'est très blanc parce que. Et puis bon, moi je l'ai vu, je l'ai discuté. Hein, quand j'ai vu les camarades des Gilets jaunes qui disaient merci Amar, c'est vrai et tout, viens nous voir, c'est vrai et tout. Personne ne lui a dit, bon, quand tu es Amar, tu imagines quand même que c'est bien quelqu'un qui n'est pas d'origine française, tu vois. Au sens ethnique. Bon, bah, il n'y a pas eu de problème. Le type, il a dit, t'es avec nous, t'es pas avec nous, mais ça s'arrête là. J'ai vu ils ont un super générique, d'ailleurs, j'oublie toujours leur nom, tu sais, les types, c'est le journaliste, c'est un noir. Qui fait les trucs, je crois qu'il est plutôt catholique, enfin bon, et il est reçu très bien. Quand toi ah bah moi j'ai été très bien reçu. Moi quand on a des contacts avec des gilets jaunes, quand j'ai parlé de Topal, waouh. Alors, moi, je gilets jaunes très bien accueillis. Bon, on néo-nazi raciste, enfin, bon. Ah ouais, très bien accueillis, pas de problème. Et en fait, on se rend compte que la question est là, ils ont bien compris que tout ça, c'est des divisions.
Hein, donc on s'en fiche des gros, des homosexuels. et en fait, voilà, là maintenant c'est concret, on veut du concret, c'est fini, il n'y a plus de blablabla. Et si je me mets de l'autre côté, j'essayerai, bon, bien sûr, des bombinettes à droite à gauche, etc. et tout, un peu de terrorisme, etc. et tout, mais je ne vois pas ce que je ferais pour arrêter un truc pareil. Et moi, la vraie question, c'est, bon, au niveau de la finance mondiale, quel resto vous nous donnez pour leur donner de l'argent, pour qu'ils s'arrêtent. Pour qu'ils s'arrêtent, ouais. Et après, bon, dans un an et demi, 2 ans, on les baise à l'envers. Mais pour l'instant, je ne vois pas qu'est-ce que ça pourrait s'arrêter. Oui, voilà, c'est lui là. Ah bah voilà, il nous l'a mis, tu vois, il est très au taquet, c'est Damien Rieu qui est... c'est... ah oui, c'est Damien Rieu, c'est pas lui. Ils ont un des plus beaux génériques que j'ai jamais vu, hein. Franchement, chaque fois je le vois. Il n'y a pas de nom dans le truc. Et tu vois, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait faire arrêter ça. Bah moi non plus. Non mais vas-y, pose la question. Non mais j'ai du mal à voir la fin de... Toi t'es pour l'avortement, très bien. Maintenant tu vas défendre la position de celui-là qui est contre l'avortement. C'est un métier les politiques. Et qu'est-ce que tu pourrais faire? Bah moi disons, pourquoi je vois pas en fait de sortie, enfin que le mouvement s'arrête, parce que pour moi les revendications aujourd'hui, parce que elles ont évolué, mais aujourd'hui ces revendications clairement, c'est des revendications de changement structurel. Voilà, donc on n'en est plus à des mesurettes. Oui. Donc Macron quand il donne l'aumône, je vais filer 10 milliards, non, c'est pas ça que les gens, ça ne fera rien du tout. Le seul effet qu'il peut avoir, c'est qu'il change les règles, mais il le fera jamais, parce que ce serait, il peut pas en plus, oui, clairement. Ouais. La seule chose qu'il peut faire Macron, c'est demain arriver chez les Gilets jaunes, tu vois, avec un petit service d'heure, disant, les gars, j'avais compris, par contre, on va avoir toute la plainte contre, parce que si on fait ça, tout le monde va nous attaquer. Est-ce que vous êtes d'accord quand même qu'on relance les chantiers navals militaires, qu'on remet ça militaire, parce qu'il faudra y aller, les gars, il faudra défendre. Hein. Parce que regardez, pendant la Révolution, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, tout le monde se faisait la guerre en Europe, et tout le monde se s'est entendu pour nous faire la peau. Donc faites attention, ça va se passer. Vous êtes d'accord? Allez, on y va. Mais c'est la seule chose qu'il faut faire. Non, parce que je le vois comme ça, parce que, en fait, si, justement... La première chose qu'il faut faire à l'étranger, c'est jamais la France un changement de politique, mais il faut faire un blocus sur le pétrole. D'accord? Donc il faudra chercher le pétrole, etc. Il faudra aussi expliquer aux gens qu'on n'est quand même pas des excités, mais quand même la bombe thermonucléaire on l'a aussi, d'accord? Et si on voit qu'on crame tous de faim, on vous la fout dans la gueule, d'accord? Et puis voilà, donc il faudra, c'est un changement, c'est les Français contre tout le monde. Hein. Si jamais il y a un changement, et c'est pas ça quand je vois, tu vois, Mélenchon, Marine Le Pen, je me dis, attendez, mais c'est qui ça? Il nous faut un charcutier, et un jardinier, une secrétaire, un ingénieur, un cardiologue. Il faut des gens intelligents, il ne faut pas des politiciens de métier. Parce que là, il faut y aller, les gars. Là, il faut y aller. Hein. Oui, parce que justement, voilà, cette affaire, c'est une crise de la représentativité, c'est clair. Une crise, c'est fini. Il n'y a plus personne qui est légitime. Tu sais, ensuite, on disait toujours d'où tu parles. Oui. Maintenant, la question, elle est au départ. T'es qui, toi? Tu vois? Et le beau de ce truc-là, ça n'a pas pu être récupéré. Et pourtant, tu vois, les embouquets entre Drouet et l'autre, la Martiniquaise. Priscilla Lubitsky. Tout était fait pour faire des bisbis. Ça n'a pas marché. Et même Drouet, etc. et tout. C'est un jour, il n'est plus là. Mais il n'est pas porte-parole de rien, ça va continuer. Il y a des gens qui vont se voir sur un réseau, là, sur Facebook. Facebook, là, intéressant. On comprend mieux pourquoi Zuckerberg a été voir Macron. Oui. On l'a oublié, ça. Bien sûr. Il y a quelque chose qui couvait, là. Hein? Bon, donc c'est en train de se faire. Tu peux pas savoir comment ça va finir. Non, parce que si allez, on fait un scénario où justement il y a ce changement de régime qui a lieu en France, ça sera complètement contagieux pour tout un tas de pays. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas l'accepter. Écoute, la France, moi je le dis, après on me dit que je suis un peu partial parce que je suis un amoureux de la France. La France est en train et aujourd'hui en train de redevenir, d'accord, le phare du monde. Le phare du monde, voilà, tout à fait. Ni plus ni moins, d'accord. Mais si la France et son État, c'est-à-dire l'État-nation français, prend les rênes de notre politique, mais la France a les moyens de renverser la table partout.
Putain, écoute, je te garantis que non seulement ce qu'on a vu à l'Albatros, mais moi j'ai d'autres amis qui sont paras, qui sont en infanterie, mais qui sont aussi ailleurs. Dans la Légion, par exemple, tu vois, la Légion c'est quand même très, très romantique, tu vois. On te dit viens dans l'armée française, t'es français, mais ça n'existe qu'en France, tu vois. C'est quand même d'une beauté. Alors que bon, en Angleterre, tu viens là-bas, t'as une sorte et puis tu te casses. Et bon, c'est quand même quelque chose de formidable. Et si la France fait ça, mais le monde va changer. Mais le monde va changer comme il est. Je veux dire, c'est pas des rêves, ça a déjà été le cas. Ça s'est déjà fait. Lisez ce qui s'est passé. Et donc là, tu te dis, tout le monde le sait. Enfin, je l'ai lu, je crois, on parlait, on me rappelle plus. Quelqu'un qui, au niveau du réseau Voltaire, tout le monde en parlait, et dans toutes les chancelleries du monde, il y a une cellule crise gilet jaune maintenant. Enfin, les pays, parce que il faut suivre ça, ce qui se passe. Ouais, et je pense que dans les grandes multinationales, c'est pareil. Non, parce que là, cette crise, loin d'être terminée, qui fait qu'on va passer bientôt des élections. Il y aura, les élections. Alors, je ne mettrai pas mes boulettes à couper, tu vois. Alors, les élections européennes. Là, on va faire les jours s'allongent, on va avoir les beaux jours. Attention, hein. Il peut malheureusement y avoir quelque chose qui va catalyser le mouvement, c'est-à-dire accélérer et le faire précipiter. On l'espère pas. Mais bon, on sait très bien. Regarde, on nous a dit, par exemple, pour l'acte 10, il y a une grande mobilisation quand même par rapport aux autres fois. C'est vrai, on ne nous a pas parlé de la répression, elle était identique aux autres fois. Il y en a eu autant. Il y a autant de mises de garde à vue. Enfin, ça commence un petit peu à ressortir dans les médias. Parce que maintenant, on parle de violence policière. J'ai vu un débat tout à l'heure. Je pense qu'ils ne peuvent plus le cacher. Ils ont montré les images d'arrière. C'est très important. C'est très important. Et je pense que quand les Français vont se rendre compte, comme c'était pendant la Première Guerre mondiale, que les types qui n'osaient pas parler, ils pouvaient parler parce que ça c'est su, et qui disent attends, mais c'est notre gouvernement qui nous fait ça à nous. Parce que tu veux, les Français, là, les Blancs, ils disent, mais nous, les Français, quand même. Peut-être que toi, t'es Français aussi, parce que, mais moi, je suis Français, quand même, tu vois. C'est la question de l'identité française, le débat qu'il y a eu sur Sarkozy, c'est débile. Parce que la vraie histoire, c'est que les Français qui sont Français, ils se posent jamais la question, pourquoi je suis Français. Oui, évidemment. Bien sûr. Le matin, ils se lavent, ils se rêvent, et voilà. Et si tu veux, et quand on se rend compte que le gouvernement français a fait ça, il aura fait ça, je ne veux pas être Macron. Déjà, il y a une espèce d'illusion du gouvernement, il ne peut plus se balader nulle part, parce que même ces réunions, on a appris qu'il y a un cordon de 3000 CRS. Le type, il est là, tu sais, on dit toujours son arrogance post-adolescente, dans ses manœuvres, dans son arrogance de classe, venez me chercher. Et quand ils vont le chercher, il est là à l'Élysée avec l'hélicoptère qui peut se barrer. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, parce qu'il ne peut plus aller nulle part. S'il y avait un minimum de sérieux d'État, mais ils arrêtent tous démissionner. Je dis, bon les gars, maintenant qu'est-ce qu'on fait? États généraux, on fait quelque chose. Ouais. Des États généraux comme pendant la Révolution française. Et voilà. Pas seulement quand il y a eu la Régence, il y a eu l'État généraux, Catherine de Si j'ai envie de dire, il se dit ça a mal fini si c'est les États généraux parce que justement ça a fini par destituer le roi. Alors moi je serais Macron, je me dirais non, les États généraux. Marie des Médicis, je crois que les États généraux c'était 610. Bon, il y a eu pour le maintien des Paulettes ou pour le quand il y a des grandes crises d'État, tu fais ça. Et puis encore une fois, c'est le gros débat qu'il y avait au moment de la Révolution, tu sais, entre Robespierre et Thomas Paine. Oui. Il y en a qui étaient contre la décapitation du roi, tout simplement parce qu'on ne peut pas rendre responsable une personne d'un système. Macron, il est très antipathique. Bon. Je m'imagine quand même que dans sa tête, alors qu'il a été l'assistant de Paul Ricoeur, que je connais bien aussi, il doit se dire quand même, là, Paul Ricoeur, qu'est-ce qu'il dirait de moi? Ah oui, non, dictateur, non, il dira que je suis un tyran. Il dira que je suis un tyran. Voilà, donc il doit se les dire, ces choses-là. Il sait très bien que c'est pas possible de rester. Il le sait lui-même que c'est pas possible. Et il sait que les autres savent qu'il sait. Tu vois, etc. On peut continuer comme ça à l'infini. Donc il va finir par se passer quelque chose. Mais toutes les manœuvres de basse police à l'heure actuelle, elles servent à quoi? C'est ça un peu ce que disait Victor Serge au moment de la Révolution. T'as beau avoir tous les flics que tu veux, tous les renseignements que tu veux, etc. et tout, la masse est telle que tu peux plus rien faire. Tu vois? Donc
donc au bout d'un moment, je sais pas quoi. Là, pour l'instant, toutes ces répressions-là, et qui existent, ne sert à mon sens qu'à se dire on va gagner du temps pour voir ce qu'on peut faire. Mais bon, c'est un jeu dangereux. Hein. C'est un jeu dangereux parce que le temps, ça pourrit la situation. Le temps joue plutôt contre eux. Là. Parce que eux, ils pensaient jouer la montre. Moi, j'ai l'impression qu'au début, le gouvernement s'est dit je laisse jouer la montre parce que ça joue pour nous. Mais en fait, ça joue contre eux. En 2005, ici, là, 93-95, il y a eu 200 blessés par balle quand même pendant les émeutes 2005. Ah ouais? Ça n'a jamais été évoqué. Non, c'était dit. Bon. Au moins, en dernière page du Monde, mais c'était dit. Bon, je vais dire, il y a un jour, il peut avoir la tentation de dire tiens, on prend la racaille, on les arrose un peu discrètement, et ils disent allez vous faire un carton, machin, tout bidule. Quoi, pour les monter contre les gilets jaunes. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas, moi, ils feront pas le poids parce qu'il y a trop de monde en face. Oui, et puis les Français sont armés, il ne faut pas l'oublier. Ouais, bien sûr. Il ne faut pas l'oublier. C'est une garantie démocratique, les armes. Donc, c'est ce qu'on les pavés, il ne faut jamais les enlever. Enfin, ils sont surtout armés dans les campagnes, pas trop dans les villes. C'est un mouvement de campagne. C'est un mouvement de campagne, c'est vrai. Mais c'est en train de contaminer les villes aussi, parce que c'est ça qui est intéressant. Toulouse, Paris, Là, on connaît des gilets jaunes qui sont en réseau ici sur la région parisienne. Je pense que bientôt tu vas les inviter. Voilà, et puis la réponse, pour l'instant, tu tiens le mouvement, tu le portes. Il n'a plus besoin d'être. Tu sais, dans l'immédiat, chaque fois que tu sais, Béatrice me disait ça, quand elle a travaillé beaucoup à la 3 et tout ça. Et il me disait on estime qu'au-delà de 4 semaines, quand il y a une crise qui n'arrive pas à être désamorcée, ça devient une vraie crise. Donc, si tu regardes tous les mouvements sociaux, le CPI, tout ce que tu veux, ça n'a jamais duré plus d'un mois. C'est vrai. Ça n'a jamais duré plus d'un mois. Après, tu rentres dans une crise dans laquelle. Imagine que demain, les médias, ils arrêtent le jour demain de parler des gilets jaunes. Plus du tout. On te met, il y en a les dessins, les footballeurs, machin, tout bidule. Mais les réseaux, il faut continuer. Ils vont continuer. Hein. En plus, tu veux que je te dise, ils ont essayé de le faire il y a 2 semaines. Parce qu'il y a 2 semaines, c'est pour la première fois, je voyais que sur les chaînes d'infos, ils avaient relégué l'information en fait sur les manifestations des Gilets jaunes comme une petite information dans le feu du journal, avec un direct d'1 minute. T'as une meuf sur les Champs-Élysées, oui, bonjour, on est au champ. Mais non, mais je veux dire, c'était ça. Genre, tu sais, pour ne pas en parler, quoi. Alors que clairement, toutes les semaines précédentes, c'était des directs en continu toute la journée jusqu'à de 8h à minuit, quoi. Et là, comme si cette crise n'existait plus. Et en même temps, il y avait le mot d'ordre qui était dans tous les médias, ça s'essouffle, c'est terminé, ça s'essouffle, ça s'essouffle. C'était les gros titres partout, essoufflement. La semaine d'après, donc c'était il y a 2 semaines, parce que c'est à 3 semaines de ce dont je parle, il y avait plus de gens dans les rues. Oui, et partout les réseaux sociaux, ils disent on vous a vu, vous avez menti. Tu vois, Jonathan Modab, à RT, tu vois, l'autre fois je l'appelais, les DJ qui et tout, je me dis, il y a plein de monde là, il y en a plus que je saurais ce que je dois faire, parce qu'en plus je travaille pas à RT, on va encore dire que c'est les Russes, tu vois. Mais t'as vraiment quelque chose de. C'est une vraie lame de fond. Donc c'est je sais pas, écoute, là j'assiste, c'est difficile. Je pense que les traditions politiques à l'heure actuelle, ça pourrait être par exemple pour des choses sur le logement qui pourraient être très importantes. Et il y a inévitablement la question de l'immigration qui, s'il n'est pas discutée, de toute façon, elle sera discutée par les Gilets jaunes. Oui, parce qu'ils essaient de l'évincer, cette question. Oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas. T'as la question de l'Europe et de l'euro qui est principale, parce que bon, tant que t'as les mains liées, tu te noies. Et donc, en tout cas, la crise est loin d'être terminée. Il y a encore des épisodes à venir. Et encore une fois, comment tu peux t'imaginer que ça va s'essouffler sur Pour l'instant. Pour l'instant, moi je vois pas de. C'est de s'avancer, on y croit, on l'a pas vu, on l'a vu quoi. C'est là quoi. Et puis, à partir en plus, vraiment, j'ai vraiment le sentiment, ce mouvement, voilà, que personne n'a vu venir. Sur Trump, sur Salvini et d'autres personnes, pour qu'à chaque fois que ça retombe un peu, pouf, ils remettent de l'huile sur le feu. Et tu penses pas aussi qu'il peut y avoir quand même des manœuvres, parce que du gouvernement, il y en a beaucoup, j'ai envie de dire, de détournement. Par exemple, j'ai vu qu'il y a une des représentantes, Jacqueline Moreau, qui était celle du départ, qui a monté son parti politique. Bonne chance. C'est une façon de détourner. Cinésiste, je sais pas ce qu'elle fait, elle parle avec les esprits, je crois. Pourquoi pas. Mais sans aucune. Mais si tu veux, elle est pas
à elle seule représentative du mouvement. Non, bien sûr que non. Mais elle a monté un parti politique, j'ai vu. Et elle compte présenter une liste aux européennes. Mais bon. Il y en a qui ont déposé des brevets sur les oui, sur le nom Gilets jaunes. Bah, je pense que de toute façon, ils n'ont pas compris que la démocratie, maintenant, elle va être essayée pour de vrai en France avec les Gilets jaunes. Ouais, c'est ça. Elle va être essayée pour de vrai, on va voir ce qui va sortir. On va voir ce qui va sortir. Surtout qu'on voit émerger des figures, j'ai vu Étienne Chouard, un peu, François Asselineau, etc. Le nazi. Ah, oui, le méchant nazi d'extrême droite. Le petit prof, là, c'est quand même incroyable. Qu'en fait, t'es un libertaire, mais pur sucre. Tout ce qu'il veut, lui, en fait, c'est dire la démocratie doit être aussi à la chose économique. Voilà ce qu'il dit. D'accord, donc on décide de faire ça. Enfin, il n'y a pas plus démocrate et platement démocrate que lui, tu vois. Et j'ai l'impression que justement ce mouvement est plein de bon sens puisqu'il a plébiscité des gens comme lui. Et jamais de la vie, j'ai Étienne Chouard, il sera. Moi, je vais dire une chose quand même, parce que là, on va se lancer des fleurs. Le boulot qu'on a fait pendant des années. Ah oui, il a servi à poser des questions justement en Clap 36. Des fois, c'est quand même difficile de savoir quel a été notre impact parce qu'on ne pourra jamais le savoir. Quand je vois quand même des gens, par exemple, quand je sens les gens sur les champs, là, j'ai vu les gilets jaunes là. Il n'y en avait pas beaucoup qui ne connaissaient pas Clap 36, tu vois, des gens ou alors des gens qui connaissaient les films, qui connaissaient pas mal. Tout à fait. Et on a fait du bon boulot. Ah oui, on a fait du bon boulot. Tu vois, donc. Tout ce travail, ça a servi finalement. Ouais, ça a servi. Ça a préparé tout un terrain et finalement. Les choses choisies, par exemple, c'est pas des choses par hasard, tu vois. Oui. Clairement, par exemple, un sujet qui revient constamment, j'entends parler, la création monétaire, les banques, ça, c'est pas un sujet qui vient des médias. Jamais les médias en parlent, absolument jamais. Et chez les Gilets jaunes, ils en parlent tous. Il n'y a que ça. Moi, parce qu'ils n'ont pas de pognon. Ouais, mais ils ont compris d'où venait le problème. C'est ça qui est fantastique. Et alors que les médias, complètement à l'ouest, puisqu'ils n'en parlent jamais, alors que quand j'ai parlé avec des Gilets jaunes, là, à le dernier acte et l'acte d'avant, ils me parlent tous de ça. Tous. La création monétaire, le machin. C'est fondamental comme sujet. Il y a dedans beaucoup de classes moyennes aussi qui ont peur de tomber dans l'abîme, qui sont juste à la limite. Là. Il y en a un paquet. Moi, je le vois un paquet. Je le vois quand même aussi. Ici, dans la région parisienne, il n'y en a pas beaucoup, mais en province, il y en a beaucoup. Les gens qui ont des gilets jaunes sur le devant. Ils ont des voitures qui sont bien meilleures que les miennes. Ça doit pas être tout à fait des. Mais il y en a beaucoup. Moi, je le vois dans les bistrots et tout ça, quand ils te parlent, qui disent je suis pas encore dans la merde, mais si ça continue comme ça, je vais finir. Tu vois. Ou alors le type qui te dit à tort, je suis pas celui-là qui a plus à plaindre. D'accord, mais tu vois, mais en fait, il faut arrêter de parler comme ça parce qu'en fait, si tu commences à penser qu'il y a quelqu'un qui est plus dans la merde que toi, tu verras qu'autour de toi, en fait, vous êtes tous dans la même situation. Tu vois, il y en a un qui disent qu'est-ce que je fais là ce mois-ci, je remplis la citerne de gaz pour le chauffage ou je remplis le congélo. Tu vois, et tout le monde est dans la même situation. Et si tu veux, ils sont tous là. Et on sait que plus ça va aller, plus ça va être pire. Et les choses vont s'empirer, vont pas s'ennuyer. Donc on a dit stop, là il faut faire quelque chose. Oui, parce que ça va se crisper. De toute façon, plus ça va continuer, plus ça va se durcir et se crisper. Mais si ça se des deux côtés. C'est ça va être triste parce que je pense que ça on pas. Parce que en fait, les choses qui seraient la meilleure, c'est que les gens, mais bon, on peut toujours rêver, tu vois. Que les personnes se disent au bout d'un moment, mais faisons des états généraux pour de vrai, des états généraux, tu vois. Après, moi, j'écoute aussi beaucoup du côté de Francis Cousin et je comprends son énervement sur le RIC, sur les états généraux et tout ça. Et en fait, la meilleure chose qu'il faut faire pour l'instant, c'est continuer. Hein, tu sais, c'est comme quand tu joues à la machine à café, tu sais. Tant que tu gagnes, tu remets une pièce. Parce que là, pour l'instant, ça y est, on balaye, quoi. Dans un bout, on affiche en l'air les syndicats, les médias, les partis politiques, tout. En quelques semaines. C'est vrai. Incroyable. Ouais, le bonheur, tu vois. C'est incroyable. Ils ont tous été discrédités. C'est pour ça que je dis, cette affaire a fait tomber les masques, mais d'une façon qu'on n'a jamais vue, quoi. C'est vrai. Les médias, les politiques, les syndicats, tous les représentants. Personne n'y croit. Le débat commence, personne n'y croit. Débat national, de quoi La bolotte, c'est plus sérieux, quoi. Mais ça ressemble à une opération de com en plus, son truc. C'est pas mais bon. C'est pas fait pour régler. Mais ça non seulement, tout le monde sent que c'est une opération de com, mais en plus,
ça n'aura pas d'effet. Après, il faudrait voir, parce que si tu veux, la politique de décervelage qu'on nous a donnée par les médias pendant des années, elle a dit forcément garder les... Oui, bien sûr. Il y a encore... mais moi, chez les Gilets jaunes, pour l'instant, c'est que j'entende par les médias, par les réseaux, et auxquels j'ai parlé directement, je sens un bonheur en me disant, mais tous les gens qui ont fait ces télé-réalités, tous ces téléfilms à la con pour vous décerveler, apparemment vous les avez regardés massivement, mais ça vous a juste amusé. Tu vois, c'est donc tout ce football, ce sport, ça semble les personnes que je vois autour de moi ne sont pas abîmées irréversiblement, en tout cas. Ça a dû laisser des traces, on va voir ce que ça veut. Mais enfin bon, en tout cas, il n'y a que du bon sens et que... Qu'est-ce qu'ils disent alors 1784, les États généraux de Louis XVI, on me dit, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je ne sais pas s'il y avait des questions. Non, on nous a mis des photos de bateaux. Je crois que c'est l'ancien et le nouveau. C'est marrant. Albatros. Ouais. Je crois que c'est l'ancien et le nouveau bateau, celui-là. C'est ça. Ouais, peut-être, ouais. Enfin, non, il n'y a pas de questions plus, je vois pas. Non, je vois pas de questions en plus. Mais bon, c'est normal parce que ils sont pas connectés, il n'y a pas beaucoup de connectés sur le Discord. Mais bon, c'est normal, les gens ne sont pas habitués. En tout cas, moi, ce que je pourrais dire avant, on sera la prochaine fois, on verra bien parce qu'il y a une surprise sans doute pour la prochaine fois qu'on verra. Mais moi, si je pourrais donner conseil à toi comme à tout le monde, foncez en direction des Gilets jaunes parce que c'est vraiment, laissez tomber tout le reste, quoi. Ça, c'est quelque chose à voir, c'est important, quoi. Eh ben, de toute façon, c'est le mot d'ordre. Les Gilets jaunes, on ne les laissera pas tomber, on va leur donner la parole. Moi, j'en ai déjà donné la parole. Il y aura un reportage d'ailleurs qui va arriver bientôt avec justement le direct, on va dire, sur les Gilets jaunes. Et puis, direct que j'ai effectué depuis Paris, j'ai fait un certain nombre d'interviews. Vous retrouverez tout ça bientôt. Merci, Francesco. Oui. On se retrouvera bientôt. À très bientôt. Voilà, à bientôt tout le monde. On se retrouvera, nous, certainement, justement, jeudi pour une autre émission solo. Est-ce que la régie elle est prête? Je demande à l'avance. C'est parfait. Donc on va envoyer un petit clip pour finir. En attendant, si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, ciao, ciao.